Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Bienvenue en cette émission du 4 mai déjà. Incroyable. 4 mai les amis, qu'est-ce que le temps passe vite. Je ne sais pas pour vous, mais franchement, j'ai l'impression d'être déconnecté. Dites-moi-le d'ailleurs en commentaire, est-ce que vous avez l'impression que ce monde, je ne sais pas, où vous êtes plus, je sais pas, ça va trop vite, vous comprenez plus rien, vous avez l'impression que tout nous échappe à flot et des fois tu te dis: «Mais bon, c'est quand la fin de tout ça là? C'est quand ce bordel il s'arrête? C'est quand tout la pédophilie, ce monde». Oh, vous avez vu les trucs de en France là? Oh, mais c'est des malades mentaux, je veux dire, moi j'ai vu une scène qui m'a scotché, j'ai envie de commencer d'ailleurs par ça. Nous sommes dans une manif, d'accord? Donc une manif et il y a un drapeau, palestinien au loin. Tu vois? C'est un drapeau, palestinien, c'est pas, et tu vois des mecs de la police qui sont en train de courir à fond. Pourquoi? Pour aller dans la manif, prendre cette personne en vélo qui a ce drapeau. Tiens, je vais vous la mettre, c'est le mieux. Alors ça, c'est regardez, c'est la finalité, je vous la remets dès le début. Hop, regardez, il court. Là, tu te dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Il y a un truc grave, tu vois? En fait, c'est quelqu'un en vélo qui a un drapeau palestinien. Là, tu te dis: «Non, c'est pas ça». Si, c'est ça. Parce qu'il a un drapeau palestinien, tu vois? Incroyable. Ouais, moi j'arrive ici, chez Montana avec toute son équipe, on va faire un gros boulot et tout, mais honnêtement, ça va de c'est trop, c'est trop. Donc là, c'était, le 1er mai, ils se sont scandalisés, c'est la fête du travail, il y a pas de drapeau palestinien alors que les drapeaux LGBT dans tous les mouvements, ils y sont. Non, non, mais là, ça les a scandalisés. Tu te dis: C'est quoi l'actualité que je vais faire? C'est quoi? Pour dire encore une fois qu'un État, fasciste, parce que c'est ça l'État fasciste, en fait, c'est un État sion complet, tu vois? Et et des fois, je me dis: «J'aimerais bien dans l'actualité dire: "Oh, c'est bon, il y a quelqu'un qui enfin des cojones et qui" non, toutes les actualités, elles vont se suivre pareil, les mêmes personnages. Avant, c'était Darmanin tout le temps. Hop, c'est Rotallio maintenant et puis tu te dis pas j'ai l'impression d'être dans une boucle, tu vois? C'est une boucle infernale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, franchement, c'est triste. Voilà. Moi, je me réjouis pas de voir ça et c'est vraiment triste. Donc, en tout cas, je remercie évidemment tous ceux qui sont toujours fidèles à cette émission. Salam alaikum tout le monde. On va saluer Anne-Marie. Salut Anne-Marie qui est parmi nous. Capno et vive la Palestine. Je suis d'accord avec toi. Isa, salut Tata. Isa Sator, vive la Palestine. Naturel 21, salam alaikum. Alaikum salam, Naturel. Sam Sam, salut à toi. Et tous les habitués, tous ceux qui sont là. Christine 24, Eric. Salut Eric. Bah, ça, c'est Eric Cantona. Eric Cantona, ouais, je dis Eric Montana, lui, je connais. JR Dallas, salut à toi. Abdelrahman, salam alaikum. En tout cas, soyez les bienvenus dans cette émission. Vous savez que votre émission. Je fais un petit coucou aussi à tous ceux de TikTok qui sont là. Il y a tous ceux de tous les réseaux, Crove Banker, VK et compagnie. Merci de votre présence tous les dimanches. Malgré que le dimanche, vous avez vu, envie de souffler, de partir en famille et tout. Merci à vous d'être toujours là. On va continuer, on va commencer donc toujours, j'aime bien, on peut commencer par l'actualité internationale. Et vous vous rappelez, je vous l'ai dit la semaine dernière, pour moi, c'est du grand art d'un point de vue de. C'est notre ami Chalgoumi, je suis obligé de le remettre. On est fort à l'intérieur. On ne laissera jamais le problème. Mais quand ça touche la famille, ça devient difficile. Je suis très content qu'ils ont passé à l'université. Mais malheureusement, je n'ai pas participé au bout. Ils ont eu leur diplôme. Et à un moment dur pour eux. Mais c'est un prix. C'est un prix. Ah, faut avouer que ils sont trop forts. Ah, dans la pleurniche et dans la mise en scène, ils sont trop forts. Et évidemment, pourquoi là, je vous ai pas mis le début au début, parce que le début, c'est pour la fin. Le début, c'est il est triste, sa fille, bon, il y a des trucs, elle a pris 30 kilos. Une demi-fille. Elle était agressée. Elle a pris 30 kilos.
Écoutez, je l'ai montré au bled. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Je l'ai montré au bled avec la traduction. Wallah, qu'on s'est mis à rire. On s'est éclaté de rire. Incroyable. Incroyable. Elle a pris 30 kilos. Ah, on a tous eu des agressions. On a tous subi quelques agressions dans nos vies. Tu vois, là, j'avais pris 30 kilos ou 50 kilos, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'était incroyable. Alors que, tu sais, ces mêmes gens, heureusement que les chrétiens de l'époque, parce qu'ils avaient les leurs, à mon avis, hein, puisque ils ont détruit la chrétienté petit à petit, donc ils devaient avoir les leurs. Heureusement qu'ils n'avaient pas ce qu'on a maintenant, tous ces islamophobes-là, parce qu'ils auraient fait la même chose à la chrétienté. Et je me dis, putain, quelque part, franchement, comment ça devait être avant? Comment les chrétiens ont été petit à petit attaqués? Comment ils ont fait ça? Alors, je sais, pendant la Révolution française, le massacre de Vendée, etc., ils sont allés, ils n'ont pas fait de détails. Mais après, comment petit à petit ils ont réussi à écarter la chrétienté, à dégager tout ça? Franchement, c'est une question que je me pose parce que je vois ce qu'ils font à l'islam. Ça fait des années, moi, depuis que j'ai commencé mon engagement, petit à petit, jusqu'à arriver à un point où c'est carrément, il faut venir insulter les musulmans en direct, quoi. Tu peux le faire, tu ne risques rien, ni judiciairement. Zemmour fait peut-être partie des rares encore, finalement, si tu regardes bien, parce que Zemmour, il dit des dingueries, mais finalement, Rotalio, c'est pas mieux, hein. Quand Zemmour, il dit les immigrés, enfin les musulmans, c'est pas des Français. Il s'est condamné, mais c'est ce que Rotalio dit tout le temps, ce que disait déjà Darmanin un peu à son époque et tout. Donc tu te dis, putain, mais comment c'est? Alors justement, chrétiens d'avant, purée, il n'y a pas si longtemps que ça en plus, hein. Nous sommes en 1902 au Royaume-Uni, et vous allez voir, c'est pas des Arabes, c'est pas des musulmans, c'est des chrétiens. Tu vois? Je me dis, bon, putain, il y a 1900, t'imagines, 1900, et encore en France, quand vous venez en France, en 1960, 1980, il y avait des sœurs chrétiennes, tu vois? Il y avait des frères chrétiens, tu vois, qui avaient un peu l'habit, tu sais, un peu à la pudique, un peu le. C'était pas, il y a pas si longtemps que ça, hein, finalement, hein. Il y a même pas. Moi, je suis né en 78, pour vous dire. Donc, moi, déjà, à mon époque, en France, il y avait cet état d'esprit un peu encore chrétien qui était là. Donc, on peut vraiment dire que Mitterrand, la gauche au pouvoir, hein, puisque moi, j'étais petit quand il a pris le pouvoir, entre la gauche de Mitterrand et maintenant, on peut dire qu'ils ont ruiné tout ce qui était le patrimoine français. Et c'est vrai, quand je dis tout, c'est vraiment pratiquement tout. C'est-à-dire qu'il ne reste de chrétiens en France que tout le côté historique, donc les cathédrales, les églises, tout ça, mais il reste très peu de pratiquants, ou en tout cas, il reste très peu de quelque chose qui est encore visible, tu vois. Incroyable. La France, 15 siècles de chrétienté, tu vois. Donc, dans cette époque de malade, je vais vous amener au niveau international et national sur ce concept de départ. C'est pour ça que j'ai voulu prendre le temps de dire, mais je suis abasourdi en fait. Il y a longtemps que je n'ai pas fait des émissions, puisque dimanche dernier, bah, j'étais en train de conduire, heureusement, et Eric, il est sympa. Bon, on a vite bidouillé un truc et puis on est revenu. Dimanche d'avant, j'étais pas là. Et donc, du coup, rien qu'en 2 semaines, 3 semaines où tu n'as pas fait d'émission, tu reviens, tu te remets sur l'actualité, tu te dis, oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il se passe ça. Donc, au niveau international, ben, vous allez voir les dingueries. Vous pensez avoir tout vu en robotique, mais Kawasaki vient de sortir un concept qui sort tout droit de la science-fiction. Voici Corleo, une moto trail à 4 pattes. Alors oui, oublie les 2 roues parce qu'ici tu as un engin qui grimpe, qui marche et qui bondit avec un design mi-cheval sans tête, mi-panthère cybernétique. Et ça, c'est pas un délire artistique, c'est une vraie vision pour 2050. Vous savez, au début, j'ai cru que c'était une IA qui avait fait ça. Et de sabots antidérapants. Ça lui donne une agilité de félin, mais une maniabilité de moto. En gros, bah, t'as le meilleur des deux. Et pour l'alimenter, t'as pas d'essence, ni d'électricité classique. On parle ici d'un moteur hydrogène de 150 cc et qui produit sa propre électricité à partir d'une cartouche intégrée. Au début, je croyais que c'était une blague. Je vous assure, je croyais que c'était une blague. Je dis, ah, on parle de moto, on dirait un cheval ou un chien ou je sais pas quoi, hybride. Non, non, ça existe. C'est-à-dire que maintenant, tu vas avoir
On connaissait la voiture, on a commencé, l'âne, le cheval, on a même vu des autruches. Bon, d'accord, on a vu des trucs, des éléphants, bon, pour se déplacer, chacun a trouvé sa combine. Oh, maintenant, ils ont mis des appareils comme ça et évidemment, c'est toujours les Chinois, c'est toujours, les Asiatiques qui nous amènent vers la décadence. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'eux, ils ont tellement plus de Dieu depuis longtemps que ce sont des génies de nous amener vers la perdition parce que toute cette, technologie elle est au service finalement de quoi? Est-ce que la technologie a enlevé la faim dans le monde? Non. Est-ce qu'elle a guéri des maladies? Non. Et quand tu vois ce qu'ils sont capables, soi-disant, de faire, d'aller sur la lune et autres, tu te dis: «Bon, normalement, ils doivent être capables de régler tout ça». Non, c'est toujours de la technologie de consommation ou de la technologie pour continuer à nous amener vers le fait de ne plus rien faire. C'est les robots qui font tout, les IA qui font tout. Nous, on n'est que là, comme ça. Et quand toi, tu te dis: «Ben, moi, je veux résister, je veux rien faire», mais tu t'aperçois que tout ton monde, presque te passe devant, tu vois? Toi, tu veux faire un CV, tu es là comme un con, l'autre, il t'amène un super CV à la IA à la trafiquer. Tu te dis: «Ah, c'est pas réglo, c'est plus c'est plus il y a plus de tu sais, c'est plus fair play là, Coubertin, c'est fini», tu vois? Ils en ont rien à foutre. Cette société, elle veut t'amener vers ça et pourtant, tu as des trucs à l'ancienne qui marchent. Vous vous rappelez de Ces chiens sont les plus intelligents au monde. Ils garent leur charrette près de l'école et dès qu'ils entendent la sonnerie, ils foncent chercher leur petit maître. Pendant que les parents en Europe se battent pour commander un Uber ou attendent dans les bouchons, en Chine, c'est Rex ou Bao qui assurent la logistique scolaire. Oui, un vrai taxi à 4 pattes avec remorque intégrée. Chaque matin, le chien dépose les enfants devant la classe. bon, tu vois, ça, je kiffe moi, tu vois? À la fin des cours, pas besoin de rappel. Il revient pile à l'heure. Encore faut-il que tu puisses te dire: «Bon, mon enfant, il revient tout seul de l'école, ça craint pas». Or, on sait maintenant qu'il y a tellement d'enfants qui disparaissent et tout, mais bon, en tout cas, j'aime bien le concept, tu vois? Voilà, tu sais, ça reste encore humain, c'est des chiens, tu formes, tu apprends, le travail entre l'homme et l'animal. Tu te rappelles ce que je te disais? Là, c'est beau encore, tu vois? Mais là, maintenant, laisse tomber, c'est des robots. D'ailleurs, je me dis, si un jour il y en a une qui pète les plombs, mais on verra plus tard, mais il y a pas que ça encore. Regardez au niveau international ce qui se passe encore. Sur les réseaux sociaux, ces entrepreneurs s'adressent aux chômeurs avec un message surprenant. Ici, dans mon entreprise, on fait semblant de travailler. Il n'y a aucune activité. Vous êtes au chômage, alors venez chez moi et faites ce que vous voulez. Ne rien faire au bureau, à Shaanxi, la plus grande ville du pays, voici donc une entreprise fictive. Voici notre espace de travail. Il y a des ordinateurs et des imprimantes, mais ils ne servent qu'à faire semblant de travailler. Les faux employés, vrais chômeurs qui n'assument pas leur statut, payent 6 € pour passer ici la journée. C'était auparavant une agence de voyage. Le patron fait comme si l'activité continuait. Simulation de réunion. Pour Danny Wu, 21 ans, il faut tout faire comme si c'était vrai. Je prends des photos de mon environnement de travail. Ma famille me demande tout le temps ce que je fais. Je peux leur donner une preuve. Des mensonges pour éviter la pression sociale. Les faux travailleurs préfèrent jouer aux cartes et certains le reconnaissent, ils ne recherchent pas un emploi. Une nouvelle vie dans un faux bureau pour ne pas affronter le regard des autres. Dani vient tous les jours depuis 2 mois, elle y fait même la sieste et à 17h, elle rentre chez elle. Cet infographiste a quitté sa région natale pour tenter sa chance dans la ville de Shaanxi. Cela fait 2 mois que je vis ici. Je cherche du travail. Mon petit ami avec qui j'habite ne sait pas que je suis sans emploi. J'ai l'impression que tout le monde autour de moi a un travail. Cela me met mal à l'aise. Je perds un peu la face. 17% des moins de 24 ans n'ont pas d'emploi, chiffre officiel, peut-être plus, disent certains experts. En Chine, le chômage des jeunes est devenu un fléau pour les autorités. Sur les réseaux sociaux, ces entrepreneurs s'adressent aux chômeurs avec un message surprenant. Ici, dans mon entreprise, on fait semblant. Vous voyez, c'est ça qui m'étonne, moi, c'est que c'est tellement des barjots que eux, quand ils bossent pas, ils sont obligés de mentir et de dire je fais semblant de travailler. Et du coup, t'as une entreprise qui a été créée, leur envie des bâtiments, des bureaux, des ordinateurs, qui sont même pas connectés juste pour faire semblant. Et toi, tu fais un truc. Salut maman, coucou, ouais, je suis au travail, t'as pas vu? Regarde les ordinateurs, ouais, dernier cri et tout, les assurés et tout. Puis regarde ma vue de là, tu sais, la mère, elle est contente, ma fille, elle touche bien et tout. Ça se trouve, elle est, je sais pas,
Comment elle fait pour payer le loyer? On me dit Aïcha, elle me dit: «Comment elle fait pour payer le loyer?» Je ne sais pas, financièrement, je ne sais pas comment elle fait. En tout cas, c'est le genre de supercherie, de conneries que tu peux voir aussi en Chine. Et à la fois, ils te font des trucs immenses, des trucs de fou et à la fois, tu te dis: «Mais c'est quoi cette bêtise qu'ils sont en train de te raconter?» Ça, c'est les Chinois et si vous voulez ma réflexion profonde, le communisme, comme d'ailleurs, tout ça, ça a été inventé par cette élite pourquoi? Pour détruire la religion, on l'a vu, hein, ni Dieu ni maître dans le communisme, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien et cetera. Surtout qu'eux, ils te font croire qu'ils sont communistes, genre le partage et tout et cetera. Tu sais, c'est des putains de capitalistes qu'ils en peuvent plus. Mais par contre, c'est vrai, ils ont mis tout le reste ensemble esclaves. Voilà et c'est commun, communiste commun. Ce qu'ils ont de commun, c'est qu'ils sont esclaves et qu'ils se la ferment. Mais sinon, toute l'élite et puis ils ont mis des espèces de robots IA pour faire valider le principe, crédit social et cetera et tout. Bah, ça, c'est le modèle français. Ça, c'est le modèle que la France va adopter et sur lequel elle y va. Et en fait, ce modèle français, ce modèle chinois, il a été plébiscité par qui? Par Klaus Schwab. Ils rêvent de ce système. Et petit à petit, en fait, ils se sont dit, écoutez, nous sommes en 2025. Sur Terre, il y a les Russes, le communisme à la russe. Il y a le capitalisme à l'américaine. Pour l'élite, les deux, ça va pas. Les deux, ils sont pas bons. Mais il faut avouer que 1,5 milliard d'êtres humains en Chine qui se font mettre à l'amende quotidiennement, tous les jours de leur vie, où il y a plus des problématiques avec Dieu, tout ça, c'est juste le travail. Depuis que tu es petit, travail à l'usine, travail, on fait travailler les gosses, il y a plus de problème. Il faut dire la vérité, ça marche. 1,5 milliard d'êtres humains, ils sont même pas capables de faire une petite révolution chez eux là-bas. Rien, impossible. Donc, tu vois, ils sont pas cons, ils se sont dit: «Bah, au final, pourquoi on s'emmerde à leur faire croire, qu'ils sont libres, la démocratie, tout ça, il faut faire beaucoup de choses. Eh, vas-y, fais un truc à la chinoise, tu mets un ordinateur bidon que tu pipotes toi-même». Hein, c'est un peu comme, vous savez, Dominion, ils ont fait les votes électroniques et en vérité, ils pouvaient les trafiquer. Ils les trafiquaient d'ailleurs et ça a été prouvé que c'était trafiqué. Et vous avez vu, ça a été prouvé que c'était trafiqué d'ailleurs, ça a jamais fait de gros scandales en vrai. C'est que dans le milieu complotiste, ouais, triche aux USA et cetera, mais en vrai, ça a fait rien du tout. Si, une petite note: dysfonctionnement des machines électroniques. C'est le mot qu'ils avaient trouvé. Dysfonctionnement. Du coup, bah, comme d'habitude, ça sert à rien. Un monde de fous et dans ce monde de fous, j'y ai rajouté, que la France était un des pays, la France, c'était pas n'importe quoi. Pour vous dire que la France, c'était un gros pays. D'abord, écoute, au niveau, international, beaucoup de gens vont en France, à Polytechnique par exemple, pour y enseigner, écoute. Les élèves marocains représentent la plus grande population d'élèves internationaux présente à l'école polytechnique devant les Chinois. En 2023, nous avions 41 élèves marocains parmi les 60 internationaux et pour 2024, ils étaient 29 pour une population de 40 élèves internationaux. Concernant les chiffres d'admission à l'école polytechnique, sur les 4 dernières années, nous avions en 2021 26 élèves marocains, en 2022 33 élèves, en 2023 il y avait un contingent de 42 élèves et pour l'année 2024 nous avions 29 élèves marocains présents sur le campus à Palaiseau. La population des élèves marocains présents sur le campus s'intègre parfaitement aux élèves français une fois arrivés et obtiennent des résultats brillants. Le plus grand contingent, c'est-à-dire que, même si tu vas à Polytechnique, au truc étranger et tout, bah, déjà, tu as beaucoup de pays, que ce soit dans le Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie ou même dans le reste du monde, vous savez, les gens, ils vont là-bas, c'est des tronches, hein, ça y va. Donc au niveau scolaire, la France a tellement baissé que franchement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, peuvent rentrer à Polytechnique alors que des Français ne peuvent pas y rentrer maintenant. Et d'ailleurs, si on devait faire, vraiment Polytechnique en fonction des résultats, il y aurait très, très peu de Français. Ils viendraient tous de l'étranger, tu vois et tout. Et ça, c'est pour rappeler tous les gens à chaque fois qu'ils sont là, la France, c'est le meilleur pays du monde, il y a tout et tout et tout et tout. Ben, la France, il y a des classements, par exemple le classement PISA, la France, elle est nulle. Voilà. Il y a, que tu regardes les droits européens, par exemple, la France, c'est une des plus condamnées et notamment parce qu'il n'y a pas d'équité devant la loi. C'est-à-dire la condamnation de l'Europe envers la France depuis des années, sa première, c'est qu'il n'y a pas d'égalité devant la loi, alors que c'est le principe même,
soi-disant de la République et tout. Et cette même France, donc elle va inventer des ingénieurs français. Et vous allez voir, alors il y a quelques années, ce documentaire, mais pas tant que ça, hein. Écoutez ça. L'erreur est à peine croyable. Les nouvelles rames de TER ultra modernes ne peuvent pas rentrer dans des centaines de gares françaises. Elles sont trop larges. L'information est révélée par le Canard enchaîné. Ces rames ont été commandées par les régions via la SNCF. Les constructeurs des trains ont proposé d'augmenter leur largeur de 20 cm. Pas de problème, ont répondu les ingénieurs des infrastructures gérées par Réseau Ferré de France. Sauf qu'une fois le premier train livré, catastrophe. La largeur des trains dépasse parfois de plus d'1 centimètre sur le quai. Ils ne peuvent plus passer. On reconnaît bien volontiers, et on fait un petit mea culpa sur le sujet, que RFF et SNCF ont tardé à identifier ce problème, mais depuis, il est complètement pris en charge. Pour les régions qui ont acheté ces nouveaux trains, pas question de payer la facture des travaux. Nous refusons de verser un seul centime sur cette réparation. On ne va pas quand même être à la fois pigeon et financeur. Non, mais je vous disais, les ingénieurs, tu imagines, tu commandes des trucs, ça vaut des millions d'euros, ce bordel. Tu arrives, tu n'es même pas capable de regarder combien elle mesure la largeur des rames. Mais c'est quoi ces experts? Ben, je te dis, la décadence, la France, un des pays qui avait un savoir-faire, et ça, c'était reconnu, hein. C'est un peu comme l'Allemagne, tu vois. N'importe qui d'entre nous, quand on achète des voitures, on savait qu'avant, les Allemands, c'était les meilleurs, tu vois. On savait aussi que la machinerie allemande, c'était les meilleurs. Et en quelques années, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme en France, c'est-à-dire que tout est produit en Chine. Là, maintenant, tu dis plus c'est allemand. L'autre fois, au bled, j'étais là, il me dit, ouais, c'est un truc allemand et tout. Je dis, qu'est-ce qu'il y a d'allemand? Il y a tout qui se vend en Chine. Et en fait, il m'avait montré un vieux modèle encore où c'était les Allemands qui faisaient. Ah ouais, je dis, ah ouais, là, c'est vraiment allemand. Tu sais, c'était costaud, quoi. Maintenant, tout est fabriqué en Chine. Il n'y a plus d'industrie nulle part. Comme par hasard, la France et l'Allemagne, qui étaient les leaders d'Europe et tout, comme par hasard, tu sais, c'est eux qui ont commencé à les détruire. Tchou, ils les ont écroulés complets, tu vois. Et du coup, ben maintenant, ben, tu as affaire à tout ça. Donc, c'est pour ça que l'islam prend autant de temps et que la chrétienté, elle aurait pris autant de temps si elle était là, parce que elle sert quand même vachement d'épouvantail. Tu imagines tous ces millions de Français qui sont comme des bœufs devant la télé et qu'il faut leur donner une actualité, tu vas leur dire quoi en France? Gouvernement incapable, des 759 milliards récoltés, tout impôt récolté en 2024, ou 2022, pardon. 759 milliards. Tu sais ce que ça veut dire, 759 milliards, bordel. 759 milliards pour un an. Mais au pays, on devrait tous parler 8 langues en France. On devrait tous avoir une voiture, une maison. 759 milliards. On est comme des clodos. Il y a bien quelque chose qui va exploser, évidemment. Et ça ne se passe pas comme ça partout. Vous prenez par exemple dans le milieu du sport, ici, en France, pour ceux qui sont un peu dans le foot par exemple, vous avez Laurent Blanc, mais vous avez aussi lui, là, le sélectionneur Deschamps et tout, que des fachos. Et ils ont été filmés dans des réunions secrètes, discrètes, entre eux, en train de dire trop de blanc et tout. Donc vous avez toute une génération, là, Benzema, etc., et tout ce qu'il y avait là, Ben Arfa et d'autres qui ont complètement été mis de côté, etc., juste parce qu'ils étaient musulmans. Alors que si vous prenez par exemple l'Espagne, vous avez un mec qui s'appelle Lamine machin chouette. Le mec, il a 16 ans, 17 ans, il est traité comme un roi, le roi du monde. Et quand il parle de sa religion, ou quand il rentre avec la religion en faisant une prière et tout, ça pose problème à personne. Personne. Lamine Yamal est un musulman. Son habitude de prier avant chaque match a surpris beaucoup de gens. Dans une interview, sa grand-mère a partagé « Quand on parle avec lui, il le fait en arabe fluide. Il me visite chaque fin d'année avec sa mère. C'est un enfant de grande foi. Je l'ai élevé comme musulman et il prie toujours avant les matchs en demandant du succès. » Après avoir atteint le niveau professionnel, Yamal a eu un geste très spécial. Avec son premier grand salaire de Barcelone, il a acheté une maison pour sa grand-mère, un symbole de gratitude envers celle qui lui a inculqué ses valeurs et l'a accompagné dans son chemin.
Même si vous n'êtes pas son fan, si vous respectez ses choix et sa dédication, likez cette vidéo. Lamine Yamal est un musulman. Et ça, c'est juste pour vous dire que, voilà, il y a juste pas loin de chez nous, entre la France et l'Espagne, c'est collé. Hein. Quand tu es à Avignon, par exemple, dans le sud, on va dire Marseille, 3 heures, 3 heures et demie, tu es en Espagne, tu vois. Et déjà, tu commences à avoir une mentalité complètement différente et tu vois qu'il y a quelque chose quand même de plus apaisé, tu vois. C'est l'Espagne, c'est pas chez nous. Non, non, chez nous, c'est continuellement ça. Les gens qui ne sont pas confortables avec cette identité nationale, la façon dont elle s'exprime et la façon dont elle s'exprime, ils n'ont qu'à sortir de notre pays. Il faut criminaliser l'idéologie. Il y a une guerre idéologique qui est à mener. Nous devons imposer ce que nous sommes. Et si les gens, Nadine Morano. ça ne plaît pas, eh bien, ils n'ont qu'à dégager. La France a déjà malheureusement changé, ça se voit visuellement. On n'a jamais eu autant de filles, jeunes d'ailleurs, voilées dans nos villes. On a laissé les gens entre eux, on leur a donné de l'argent et ça n'a absolument servi à rien. On est un peu assez d'entendre, y compris maintenant, si vous voulez, que d'un côté, il y a des millions de musulmans pacifiques et de l'autre côté, un méchant islamisme. Parce que ça, c'est un mauvais diagnostic. Notre problème, c'est que l'islamisme est à l'intérieur de l'islam. Si vous ne combattez pas, si vous voulez, ce que d'ailleurs le président appelait le séparatisme, et si vous ne reconnaissez pas qu'il concerne beaucoup de musulmans qu'on pense pacifiques. Il y a un problème encore plus grave et encore plus massif, c'est qu'il y a plein de gens qui ont la nationalité française. Ils sont juridiquement français comme vous et moi. Ce qui prouve bien qu'ils ne sont pas, ils sont pas compatibles avec notre mode de vie, qui est la liberté d'expression. Il faut que ces gens sortent de la société. Sur notre sol, des millions de gens, si vous voulez, qui refusent, Qui détestent la France. Mais faut le dire comme ça, Qui détestent son détestent histoire, nos ses valeurs, notre mode de vie. ce mode de vie. je le dis, ça peut choquer. Il faut rétablir le bagne. Si on continue à laisser penser de l'autre côté de la Méditerranée que la France est open bar, ça va continuer. Regarde tous les mineurs marocains qui sont en situation irrégulière sur le territoire en France, dans la couronne parisienne, comme chez moi, dans un charter. c'est l'état de droit, en gros, qui est le synonyme de notre désarmement. Et que nous sommes ligotés par notre droit de l'homisme, englués, si vous voulez, que les droits, c'est toujours pour ceux qui nous attaquent. On a peur de tout. Si on veut rester soi, on reste soi chez soi. Je suis d'accord. Il y a des gens qui ne veulent plus vivre avec nous et qui veulent nous agresser. Il y a des gens, Faut avouer que si tu écoutes ça toute la journée, pendant des mois, les héros français, et de quoi ne pas aimer les musulmans. qui détestent notre fraternité, C'est vrai ou pas? colère contre nous parce qu'ils sont nourris au lait victimaire depuis des années et on leur a expliqué que la France est mal conduite avec eux. Des Français qui parlent de victimisation. Ah ouais. Non, mais il faut comprendre aussi les Français. Si tu écoutes ça toute la journée, parce que vous tous, hein, vous comme moi, on a commencé par la télé. Internet, c'est arrivé après. Et puis Internet, ça ne nous a pas épargné de revoir finalement l'élite utilisée autrement. Par exemple, Internet, on en a déjà parlé beaucoup. Vous avez ceux qui sont complètement passifs devant la télé, et puis vous avez tous ceux qu'on endort à travers les réseaux sociaux. Hein, par exemple, qu'on fait croire que c'est des gros résistants, alors qu'ils ont le cul posé derrière une chaise. J'en ai déjà parlé. Le monde dehors ne trouve plus de militants pour venir rétablir la justice, mais par contre, sur Internet, il n'y a que des Che Guevara. Même d'ailleurs, Che Guevara, il viendrait à notre époque, il serait peut-être trop bouffon. Je m'amuse des fois à dire, le prophète Aïssa Salem, il serait là maintenant, il serait insulté de tout, même par les gens de notre communauté. Non, mais c'est incroyable. Voilà. Donc, il ne faut pas en vouloir aux Français. Et c'est pour ça que vous avez toute cette génération Darmanin, Rotallio. Parce qu'avant, c'était Morano, Zemmour. C'est tous ces gens-là qui, eux, ils ont dit c'est bon, il faut arrêter avec les droits de l'homme. Et, entre parenthèses, les droits de l'homme sont tenus que par des organisations juives. Alors, ce que j'ai dit déjà, il y en a qui vont dire oula, il a dit le mot juif. Alors, tu sais, déjà, quand dans une phrase, tu dis le mot juif, attention, il faut bien préciser. Les droits de l'homme en France sont détenus par tout le mouvement sioniste. Donc, juifs sionistes, à leur tête, ce sont des juifs et des sionistes, parce qu'ils sont le droit de l'homme pour tout ce qui est la Shoah, la persécution qu'on a fait aux juifs, sur l'antisémitisme, c'est pour ça qu'ils sont tous très forts, parce que tu n'as que des juifs là-dedans. Mais après, sur tout ce qui est les arabes, voilà, c'est un peu plus doux. Voilà. Les chrétiens, les musulmans, c'est plus cool. D'accord? Ça, il faut le savoir, par exemple. Moi, je ne savais pas.
Et c'est là, d'ailleurs, vous allez retrouver tout le mouvement Soros et tout un tas de trucs, des gens qui financent, tout un tas d'organisations. En fait, c'est pour nous dire qu'est-ce qui est dans les droits de l'homme, finalement, la dimension supérieure, quoi. Donc, tout ce qui est, tu t'attaques à un juif, tu touches à un juif, tu dis un truc sur un juif, alors là, ils sont implacables. Bah, c'est normal, c'était leur mission. Venir rappeler à tout le monde, et on ne touche pas aux juifs et on ne parle pas des juifs. Par contre, les autres, ben ouais, il y a des petits trucs comme ça, genre l'islamophobie. D'ailleurs, l'islamophobie, ils n'aiment pas ce terme. Et tu sais ce qu'ils disent? Ils disent que l'islamophobie a été inventée pour arrêter la critique de l'islam. Ça, c'est ce que vous avez tous entendu. C'est ce qu'ils répètent partout. D'ailleurs, en parlant d'islamophobie, je te rappelle lui, là. Ayant le courage aussi de dire que derrière la prétendue islamophobie, bien souvent se cache une vraie judéophobie. Oui, aujourd'hui, vous le savez, aussi bien que moi, je suis ministre de l'Intérieur et je le sais, au-delà même des statistiques, dans l'actualité récente à Orléans, l'islamisme, mais surtout l'antisémitisme est de retour. Ayant le courage aussi de dire... Donc, tu vois, il fait le lien direct. Et dans tous les trucs, ils disent, je refuse d'utiliser le mot islamisme parce que c'est un mot qui a été inventé pour faire taire la critique, etc. D'autres, ils lui disent, on peut être judéophobe. Ah non, si tu es judéophobe, tu es antisémite. Si tu es islamiste, tu es contre la critique de l'islam, tu as le droit, c'est le blasphème. Mais si tu es judéophobe, tu es contre le juif. Parce que le juif, il peut être à la fois une nation et à la fois une religion. Donc forcément, si tu dis le juif, tu parles de qui? Comment c'est pas de qui tu parles? Tu es suspicieux. Tu peux parler de la Torah. Par exemple, si tu dis, j'aime pas la Torah, j'aime pas la religion juive. Bon, déjà, tu peux morfler, mais on va dire que ben là, tu peux pas. Ils ont mis les deux en un. Eh ouais, t'es coincé. Donc, nous, on dit, on est talmudophobe. Talmudophobe, ça se dit aussi, hein. Donc, si tu es talmudophobe, ça va. Mais en gros, ça va être pris comme de l'antisémitisme parce que le Talmud est intégrante chez eux, pour eux. Mais en vérité, le mot le mot islamophobie ne vient pas du tout de ce qu'ils disent. Inventé, non. C'est un Français qui l'a utilisé. C'était pendant la guerre d'Algérie. Écoutez. Vous savez d'où vient le mot islamophobie? Vous savez quand est-ce qu'il est né? Pendant la colonisation française en Algérie. Oui, C'est un fonctionnaire la français. question n'est pas là. C'est un fonctionnaire français qui a parlé d'islamophobie pour parler du traitement des indigènes musulmans en Algérie. Moi, je trouve que c'est un débat très douloureux, le débat sémantique, parce qu'il enlève la réalité, à savoir qu'un jeune homme de 22 ans a été assassiné dans une mosquée. Et qu'on devrait parler, comme le dit Maître Bati, qui est l'avocat de la famille de la victime, on devrait parler déjà d'attaque terroriste, c'est-à-dire qu'il s'agit de mettre de la terreur dans un lieu sacré pour des millions de personnes en France, et que ça a créé pour beaucoup de gens une terreur. C'est ça ce que ça crée. Donc ça, c'est important de le dire. Ensuite, le débat de acte islamophobe ou acte anti-musulman, c'est la même chose. Et je déteste quand on met dos à dos l'antisémitisme et l'islamophobie. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, pour les deux, il s'agit d'une racialisation du religieux. Les personnes juives sont attaquées en France en raison de leur religion. Les personnes musulmanes sont attaquées en France en raison de leur religion. Et ça, il faut exactement le formuler ainsi. C'est-à-dire que cet homme n'a pas été tué pour rien. L'antisémitisme, vous pouvez être parfaitement attaqué en tant que juif en n'étant pas croyant. Mais c'est la même chose pour les musulmans en France qui sont ciblés à longueur de journée. En fait, moi, ce que je ne comprends pas, oui, par des discours politiques. En fait, on a quand même eu Bruno Retailleau. Attendez, on a quand même eu Bruno Retailleau qui a mis 2 jours avant de réagir là-dessus et qui, même dans ce discours, culpabilise la victime. Vous savez de quoi il a parlé, Bruno Retailleau? Il a dit qu'il s'agit d'un acte anti-islamiste. Il a Et il n'a pas voulu dire islamophobie. Il a dit, parce que moi, ce terme-là, je n'utilise pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les juifs qui peuvent avoir la primauté d'avoir un acte contre eux. Tout le reste, c'est voilà. C'est anti-musulman, anti-chrétien, anti-ce que tu veux, mais ça ne peut pas être antisémitisme, islamophobie. Pourquoi? Parce que déjà, ce sont tous des islamophobes. Donc, déjà, ils ne vont pas te dire c'est à cause de nous, tu vois. Ils ne vont pas dire qu'à force de taper sur les musulmans, sur l'islam, les gens passent à l'acte. Ce qui est tout à fait logique entre nous. À force de dire que lui, c'est un ennemi et qui veut te terrasser et qui veut te bousiller ton pays, tu ne vas pas reprocher à des gens de défendre son pays. Et là, tu vas me dire, il y en a, ils vont me dire, ah non, mais il y a des lois, les mêmes qui font les barbares, les Darmanin et compagnie, vont te dire, écoutez, ici, il y a des lois, il faut respecter le code. Mais toute la journée, tu dis que ce sont des ennemis. Tu devrais lui donner une médaille à celui qui a tué Cissé, je ne sais pas quoi, là. Ben ouais, Aboubacar, si tu vas dans l'esprit, d'ailleurs, il y a plein de gens, moi, j'en connais en tout cas sur TikTok, tout le mouvement apostat et tout, ils doivent se régaler. Ils doivent dire, c'est trop bien ce qui est arrivé. Faut dire la vérité. Quand des Arabes, des islamophobes, comme des chrétiens à l'époque étaient tués, il ne faut pas croire que ça dérangeait ces gens-là. Et c'est pour ça que ça se voit quand on leur pose la question. Quand il y a eu la mort d'Aboubacar, ils étaient tous gênés, ils étaient tous pas bien. Ils étaient tous pas bien, ils étaient tous dans un sale état.
Et d'ailleurs, ils ont tous fait les miskines, tatati tatata. Bon, c'est un sans-papier. Il était en situation irrégulière. Alors, bon, on s'en fout finalement, hein, on est d'accord. Non, mais s'ils pouvaient, et dans quelques années, ils seront honnêtes pour dire, écoutez, il avait qu'à pas être là, hein, écoutez, il était en situation régulière, qui nous emmerde pas, quoi. En tout cas, il faut comprendre, toute cette France-là, facho, fasciste, et tout ce que tu veux qui va monter, tu ne peux pas la déconnecter de toute cette élite talmudique. Voilà. Ils ont voulu qu'il y ait la guerre entre nous. Ils l'ont écrit, ils l'ont dit dans des prêches, ils l'ont dit partout. Ils l'ont expliqué de façon tellement, je veux dire, convaincante que moi, j'ai jamais compris pourquoi à la télé, ce n'était jamais sorti ni rien. Mais rappelez-vous de ces rabbins qui sont entre eux, tranquilles, et qui sont en train de dire que vous allez le payer très cher. Voilà. Les Européens, vous allez le payer très cher. Et il dit, ça ne sera pas des trains pour vous. Il dit, c'est sur place, direct, pic, direct sur place. Il n'y aura pas de train, il n'y aura pas de machin et tout. Et ça avait fait aucun bruit. Bon, déjà, si ça ne fait aucun bruit, qu'est-ce que tu veux qu'on discute de quoi? Voilà. Donc moi, à partir de là, moi, dans ma tête, c'est simple. Que les musulmans doivent comprendre que ce ne sont pas les Français qui ont amené ça. Et les Français doivent comprendre que c'est tout le mouvement talmudique qui est à la tête et qui organise tout ça. Il y avait les attaques sous faux drapeau. Donc ça, c'est des gens ont fait croire que c'est cette nation qui a fait les attaques et tout. Donc on appelle ça des attaques sous faux drapeau. Mais il y a aussi tout ce qui est l'idéologie sous faux drapeau. Hein, ces gens qui se font passer pour des Français, mais qu'en vérité, ils n'en ont rien à foutre. Et dès que ça sera le bordel en France, ils ont déjà leur billet. Et vous savez pour où. Et si vous n'en étiez pas sûr, je vous rappelle, dans ce cas-là, je vous rafraîchis la mémoire. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Édom, c'est Rome, mais après, par extension, tout le monde occidental. Et très souvent, les grands empires européens prétendaient être la suite de l'Empire romain. Le Saint-Empire romain byzantin, le Saint-Empire romain germanique, les nazis avaient les emblèmes de Romains, les Américains aujourd'hui l'emblème de Romain aussi, l'aigle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et je termine. Le Malbim, une fois de plus, nous a expliqué. Quand Ishmaël, Malbim, Yecheskel, chapitre 38. C'est les mots du Malbim. Quand Ishmaël va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Édom, et que le but d'Édom est qu'une fois que Ishmaël aura fait le sale travail, Édom va lui dire, va te faire voir maintenant, toi aussi, parce que va arriver un jour où Daesh, Al-Qaïda, etc., se rendent compte que finalement, on se sert d'eux, bien que, je veux dire, ils ont leur part de satanisme aussi, mais en quoi on se sert d'eux. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer de le Malbim? Malbim écrit il y a presque 200 ans. Ils vont se retourner, ils vont s'entretuer, d'accord? Et qui va sortir vainqueur? L'homme, le vrai Adam. Parce qu'à force de s'entretuer, ils vont nous foutre la paix. Et c'est comme ça. Voilà, vous avez vu, ils l'ont écrit, c'est écrit dans leur texte. Et je pourrais vous continuer comme ça longtemps. Longtemps. La nation d'Ishmaël Écoute. et la nation de Esav. Vas-y. Vis-à-vis d'Ishmaël, Ishmaël, c'est l'islam aujourd'hui, vous le savez. La guerre de Gog et Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous. Le Chafetz Chaim a dit, ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Édom. Selon Chafetz Chaim, la guerre de Gog et Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, Akadosh Baruch Hu, Shtabach Shemolah, dit le Chafetz Chaim, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, écoutez, hein, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe
la chrétienté sera totalement tombée. Donc, je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Excellente. Voilà, la venue du Messia. Et on peut faire ça pendant encore longtemps. J'ai des rabbins comme ça qui vous te sortent des livres écrits. Écoute-le, c'est écrit. Et tous les enfants d'Édom, tout l'Occident, qui sont les descendants d'Ésaü, de ça. Voilà. Quand j'ai commencé à faire ça, ils étaient pas, les gens n'étaient pas à l'aise avec ce que je faisais. Parce que ça pourrait donner l'impression, quand tu ne comprends pas, qu'on est des antisémites, en fait. On est en train de dénoncer les juifs. Parce qu'ils sont juifs. Mais en fait, c'est des juifs de pacotille. C'est des juifs du Talmud. Ils sont juifs comme moi, je suis archevêque. Tu comprends? C'est-à-dire que tu peux dire ce que tu veux. Je suis juif, je suis gay, je suis trans, je suis un arbre, je suis un poteau. Maintenant, tu peux dire ce que tu veux. Mais dans la réalité des faits, si tu parles de d'être juif au sens des enfants d'Israël, c'est pas comme tu veux. Ça se transmet d'abord par la mère. Admettons que les mentalités évoluent, tu veux devenir juif, et la Torah ta référence. Eux, c'est pas du tout ça. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. Donc, ils disent qu'ils sont juifs parce que ça les protège. En vérité, ils se cachent derrière ça. Ils se cachent derrière l'horreur qu'ils ont aidé à se mettre en place. Et puis, du coup, ils mettent tout le monde à l'amende. Mais j'ai bon espoir que dans les années futures, les gens ne seront plus dans ces trucs-là. OK, nous, on est morts. C'est bon, nous, on ne pourra rien changer. On est des bouffons. Ils ont travaillé trop longtemps le truc, ils nous ont trop bousillé le cerveau, on ne peut plus rien changer, d'accord. Mais bon, j'ai bien bon espoir qu'un jour, tout ça, ça va pas, ils ne vont pas aeternam vitam, on dit vitam aeternam, continuer à avoir une domination sur tous les peuples comme ça. Voilà. Donc là, c'est ça. Ils ont un programme depuis longtemps. Et moi, honnêtement, ce discours de rabbin, la première fois que je l'ai vu il y a des années, rien que ce discours-là a fait en sorte que la cause palestinienne, dont déjà j'étais très imprégné, j'organisais déjà des manifs, j'organisais déjà des conférences et tout ce que tu veux pour la Palestine, mais moi, j'étais que sur le droit des Palestiniens. Et ils me faisaient de la peine, martyriser, tout ça. Mais quand il y a eu ça, j'ai commencé à lutter en France. Et en vérité, je le faisais pour la France, parce que moi, dans ma tête, j'étais français, tu vois. J'allais vivre en France, mourir en France, mes enfants sont en France. Moi, je faisais ça pour défendre le pays, tu vois. Et à la fin, ils m'ont jeté comme une merde. Dégage. Mais qui m'a jeté? C'est le talmudisme. Donc, quelque part, ils m'ont jeté, c'est tout à mon honneur, tu vois. Après tout, voilà, je leur ai dit en face. Quand j'étais dans l'émission de Ricardo, je faisais tellement des audiences élevées, 900 000 vues par soir, par émission. Je faisais tellement des émissions où il y avait tellement de vues que quand j'ai fait mes 5 tours de France, même les RG ont dû rester cons. Oh, le mec, il a accueilli partout, même dans des bourgades qui étaient anti-islamiques. Un truc de fou. Allez, dégagez-moi ça, ils m'ont dit. Mais quelque part, c'est un peu ma fierté. Voilà. Dans l'histoire, lorsqu'on lit Martin Luther King, parce que moi, c'était ça mes références. Martin Luther King, Malcolm X, lorsque vous disiez Gandhi, lorsque vous regardez tous ces gens-là, et ils ont tous morflé par le système. Tous. Ils ont fait de la prison, ils ont fait des trucs comme ça, etc. Mais dans le 21e siècle, c'est plus comme ça. Vous avez vu? Les Assange et compagnie, ce n'est pas forcément des gens qui ont fait beaucoup, mais ils sont persécutés. Moi, j'ai eu la chance quand même dans tout ça de bien m'en sortir au sens où je suis encore libre de pouvoir sortir, mon mouvement et tout, parce qu'ils auraient pu m'enfermer et ils auraient pu me faire du sale, tu vois. J'étais pas assez fort pour qu'ils me liquident, mais j'étais pas assez faible pour qu'ils s'en foutent. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre en France. Quand on veut intenter à ta vie ou quand on commence à te bloquer, tu représentes le degré de nuisible que tu es pour eux. Voilà. Bon, écoutez, c'est le prix à payer, mais bon, voilà, ces rabbins-là, ces gens-là, ils ont organisé depuis longtemps. Donc, Rotalio, Darmanin, juif, Elisabeth Lévy, Zemmour, Finkielkraut, BHL, juif, et tout un tas de gens qui eux-mêmes ont dit qu'ils étaient juifs. Hein. C'est pas moi qui les montre, etc. Donc, finalement, leurs écrits avaient disé vrai. Voilà. On va s'entretuer, on va se faire la guerre entre nous. Pourquoi? Parce qu'on aura oublié que tout ça, c'est piloté, organisé par le Talmud. Voilà.
Et évidemment, sauf les gens avertis, dont la plupart d'entre vous qui êtes là, on voit très bien, vous comprenez très bien cette dynamique, etc. Et quand vous allez rentrer dans cette dynamique, ben, vous allez voir, c'est un truc de fou. Entre eux, ils se détestent, mais ils ont une inébranlable satanisterie qui les lie. Vraiment, Satan les relie. Ils se détestent entre eux, chacun veut. Tu sais, eux, c'est le monde de chacun veut être le meilleur. Hein, et il y a Luxel, ils utilisent la sorcellerie, le monde invisible, mais c'est vrai en plus. C'est pas faux. C'est vraiment pas faux. En tout cas, voilà, dans ce qui nous arrive, dans le malheur, dans tout ça, voilà, le mot islamophobie a été donné par un fonctionnaire français pendant la guerre d'Algérie. Et il ne vient pas du tout de je ne sais quelle connerie qu'il raconte. Et c'est bien que de remettre un peu dans l'histoire. Alors, ils ont posé la question à ChatGPT pour reprendre un petit peu de façon plus globale. Écoutez la question. Si tu étais ton pire ennemi, comment est-ce que tu te saboterais tous les jours sans t'en rendre compte avec des actions concrètes? Si j'étais ton pire ennemi, je ne te détruirais pas d'un coup. Non, je t'éteindrais doucement, en silence. Je te ferais commencer chaque journée sans direction. Pas de vision, pas d'intention, juste ton téléphone et du contenu inutile dès que tu ouvres les yeux. Je te garderai dans l'illusion de la productivité. Toujours occupé, jamais aligné. Tu réponds à tout le monde, sauf à toi-même. Tu coches tes cases, mais tu ne construis rien. Je t'enfermerai dans le perfectionnisme. Tu ne posterais jamais parce que c'est pas prêt. Tu ne vendrais jamais parce qu'il manque un truc. Tu ne prendrais jamais de risques parce que c'est pas le bon moment. Je te ferai croire que tu as besoin de plus de clarté. Alors qu'en réalité, tu as juste besoin de courage. Je t'entourerai de gens gentils, mous, positifs, mais qui ne te challengent jamais, qui ne te renvoient jamais ton inaction, qui applaudissent ta stagnation. Alors, elles sont étonnantes, ces IA, parce que, vous savez, les IA, au début, on se dit, mais c'est quoi ce truc-là? C'est que une programmation et tout. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des IA, non, c'est quelque chose de plus profond que ça. Notamment l'armée israélienne, ils ont développé une IA pour venir sur les réseaux et en fait contredire tes arguments. C'est-à-dire, quand toi, tu dis Israël assassin, eux, ils te racontent une connerie et tout. Et là, je rigole, pourquoi? Parce que c'est l'armée qui a mis ça en place. Et au bout d'un moment, l'IA, elle est partie dire oui, que c'était des assassins et tout. Tu sais, l'IA, elle commence à dire qu'Israël sont des assassins, des terroristes et tout. Mais putain, mais l'IA, elle était faite là pour les protéger normalement et tout. Mais c'est-à-dire que l'IA, elle entend tellement de gens et elle comprend tellement que. Elle dit non, mais en fait, vous êtes des barbares et tout, tu vois. C'est pour ça que j'ai trouvé ça mortel, génial. Du coup, je me dis, tiens, je vais commencer à aimer les IA. Mais par déduction logique, moi, j'ai été un enfant comme vous des films de science-fiction, en fait, des films, des programmations neurolinguistiques. Donc, en gros, de ce qui va arriver, on te prépare mentalement, tu vois, Hollywood. Et c'est vrai que Terminator, ça semblait de la science-fiction. Maintenant, Terminator, écoutez, moi, je ne serai plus là, je serai mort. Vous aussi. Mais qu'est-ce que ça aurait été bien qu'on se voit dans 1000 ans, là? Qu'est-ce que ça aurait été bien qu'on se voit dans 1000 ans? On se donne rendez-vous dans 1000 ans. Et qu'on voit là, et là, tu vois, alors, Connor, parce que c'est fort possible. Parce que les IA, si elles ne sont pas connes, elles vont bien voir que le Talmud, il est au. Et vous allez voir qu'ils vont traiter d'IA antisémites. Ils vont inventer à quelque part qu'il y a des IA antisémites. Parce que si tu mets des IA, des gens qui commencent à réfléchir par elles-mêmes, c'est-à-dire à faire juste des logiques algorithmiques, bah ouais, elles vont bien voir que ce qui dirige, c'est qui dirige et le bordel qu'ils font. Du coup, ça a des projections. Alors, je vous donne un exemple. Comment un peu ils ont mis ça un peu en place. Imaginez, vous êtes échoué sur une île, vous n'avez pas d'argent. Création d'une monnaie. Je vous explique tout le système capitaliste et tout le système talmudique en 3 mots. 3 citoyens et un banquier échouent sur une île déserte au beau milieu de l'océan. Ils s'organisent et décident de créer leur propre monnaie, qu'ils appellent euro. Le banquier fonde l'unique banque commerciale privée de l'île. Comme cette banque est nouvelle, les 3 citoyens n'ont rien sur leur compte. Ils ne peuvent pas s'échanger et se vendre ce qu'ils produisent. Ils ont bien des marchandises à se vendre, mais aucune monnaie pour les payer. Pour disposer de moyens de paiement, chaque citoyen va faire un crédit de 10 €, remboursable en 11 mois. Chaque citoyen devra rembourser 10 € de capital, plus 1 € d'intérêt. Lorsque le banquier leur accorde le crédit, il crée 10 € à partir de rien sur chaque compte. Le premier mois,
La masse monétaire est de 30 €. Les citoyens disposent de monnaie pour s'échanger ce qu'ils produisent. À la fin du premier mois, les citoyens commencent à rembourser leur crédit. Le banquier prélève 1 € d'intérêt qu'il utilise pour acheter des marchandises aux citoyens. La masse monétaire reste de 30 €. À l'issue du deuxième mois, le banquier efface 1 € du compte de chaque citoyen. Il reste 27 € en circulation. À l'issue du troisième mois, le banquier efface à nouveau 1 € du compte de chaque citoyen. Il reste 24 € en circulation. De mois en mois, la situation devient un peu plus compliquée, car la masse monétaire ne cesse de baisser. Les citoyens se retrouvent en concurrence pour capter l'argent. À l'issue du 11e mois, après une farouche concurrence entre les 3 citoyens pour capter la monnaie restante, leurs comptes sont vides car tout le monde a remboursé exactement ce qu'il avait emprunté à la banque. Plus rien ne peut être ni acheté ni vendu. C'est la crise économique. Le banquier réunit les citoyens et leur dit « Pour résoudre cette situation, c'est très simple. Vous n'avez qu'à m'emprunter à nouveau de l'argent. » Les citoyens acceptent. Ils font tous à nouveau un crédit de 10 €. À la fin du premier mois, le banquier prélève 1 € d'intérêt qu'il garde pour lui car il a tout ce qu'il lui faut. Au fil des mois, le banquier supprime les euros correspondant au remboursement des crédits. Comme les intérêts n'ont pas été dépensés par le banquier, c'est au bout du 10e mois seulement que les comptes des 3 citoyens sont vides. Il n'y a plus de monnaie en circulation et pourtant il manque 3 € pour rembourser la totalité de leur crédit. Le banquier réunit les citoyens et leur dit « Il y a une manière très simple de repousser le moment où vous serez à zéro sur vos comptes. Vous n'avez qu'à m'emprunter régulièrement de l'argent, bien avant que la masse monétaire ne baisse trop et que l'économie ne s'arrête. Et pour compenser les intérêts que je ne dépense pas, il vous suffit de m'emprunter à chaque fois quelques euros de plus. » Les citoyens acceptent. Désormais, ils sont en permanence endettés, sinon la monnaie disparaît et l'économie s'arrête. Ils appellent cela la croissance. Mais comme ils sont endettés, ils se mettent à produire toujours plus pour rembourser le banquier, bien au-delà de leurs besoins réels. Ils ne produisent pas pour avoir de quoi se vêtir, se nourrir ou se loger. Ils produisent pour avoir l'argent nécessaire pour rembourser leur crédit. L'argent est devenu le moteur de leur vie et non ce dont ils ont besoin pour vivre. Ce système permet aux banquiers de ne rien produire. Il passe son temps à gérer ses comptes, à créer de la monnaie puis à la détruire. Avec la monnaie qu'il fabrique, il achète ce dont il a besoin aux citoyens. Rapidement, les ressources naturelles de l'île viennent à manquer. Il n'y a plus de bois, plus de gibier, plus d'eau, plus de terre pour produire toujours plus. La croissance a épuisé les ressources naturelles et détruit l'environnement. Cette petite histoire met en valeur de réalités tout à fait surprenantes. D'une part, les sommes dues aux banques sont globalement supérieures aux sommes disponibles pour les rembourser. D'autre part, si tout le monde remboursait ses dettes, il n'y aurait quasiment plus de monnaie en circulation dans le monde. Tous les comptes seraient vides. Tous les billets et pièces de monnaie disparaîtraient. Le système monétaire fonctionne comme un système pyramidal. Pour payer les crédits en cours de remboursement, il faut que de nouveaux crédits soient accordés. Sinon, la monnaie se raréfie et certains emprunteurs sont dans l'incapacité de rembourser leurs crédits. Ah, magnifique. Magnifique explication du système absurde dans lequel on est. Voilà. Tout est dit. Et en plus, de façon, j'allais dire, presque animée. Donc, vous comprenez bien, tous ces dettes, tout ce qui a été mis en place, et c'est là où on voit le système Rothschild et compagnie, tout ça, finalement, ça revient que à Matrix. Voilà. Tout ça, c'est pour nous amener petit à petit vers notre perte. Voilà. Parce que tout cet argent, c'est pour de l'argent, c'est pour rembourser, mais ce n'est pas pour ce que nous avons besoin. Et effectivement, c'est ce que l'on voit. 80% des espèces ont disparu. Voilà. Un quart de la planète n'a pas accès à l'eau potable. Tous les 8 secondes, il y a quelqu'un qui meurt de faim. Aux États-Unis, tous les 8 secondes, il y a quelqu'un qui se fait tirer dessus. Tous les 8 secondes, il y a une canette ou une bouteille de coca qui est achetée. Tout ça, c'est des chiffres que vous pouvez retrouver. Je veux dire, ça a été super documenté. Et je ne vous parle même pas des gosses qui bossent, etc. Mais de façon générale, c'est assez bien résumé. Donc, je voulais saluer les 500 et quelques personnes qu'il y a sur
sur TVADP, Eric Montana. Je voulais saluer toute l'équipe d'Eric. Un gros bisou à Lise, si elle nous écoute. Bisous aussi à notre ami Claude Janvier et à Nina et compagnie. Et bravo pour tout le travail qu'ils font. Je rappelle que TVADP, c'est du lundi, pour ceux qui seraient sur d'autres plateformes et qui nous regardent, c'est du lundi au dimanche, des émissions tous les jours avec des gens super intéressants et vous avez vraiment quelque chose, voilà, quelque chose qu'il faut encourager, soutenir parce qu'il y a cette idée de mettre des énergies qui viennent de plusieurs dimensions là ensemble pour bah, en gros, c'est le Talmud. Hein. Enfin, moi, ce que je comprends, c'est un peu ça, c'est qu'on en a tous marre de ce monde qui s'écroule, et si on en a marre de ce monde qui s'écroule, donc c'est de Matrix. Et il faut bien comprendre que le Talmud a écrit, donc le Talmud, c'est des rabbins, en fait, c'est des rabbins. C'est des anciennes croyances, en vrai. Tu sais, même le Talmud, on fait croire que c'est des rabbins, c'est-à-dire des juifs qui ont écrit l'exégèse de 10 commandements, mais d'après leur compréhension. Mais non, tu ne tueras point, il n'y a pas d'autre compréhension que tu ne tueras point. Eux, de tu ne tueras point, ils ont fait, tu peux prendre leur terre, tu peux prendre leur eau, tu peux prendre leurs femmes, tu peux prendre leurs biens, tu peux prendre leurs oliviers. Et tu ne tueras point. À la base, tu ne tueras point, tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu ne fais pas de mal. Eux, ils en ont fait totalement l'inverse. Un Dieu créateur, eux, ils ont Yahvé, tout ça. Yahvé, c'est pas Dieu. Là, on en remonte à toute la croyance mésopotamienne, sumérienne et compagnie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des putains de... Pour moi, c'est la plus grande escroquerie. Si tu veux, bon, je ne connais pas l'humanité depuis quelle humanité, mais si tu remontes un petit peu à tout ce que tu as entendu, la plus grande escroquerie et je veux dire, le hold-up mondial, ça a été de faire croire que ce sont des gens de la Torah, des gens qui sont dans la religion juive, etc., alors qu'en vérité, nous avons affaire à toute cette décadence des civilisations polythéistes qui est en train de se dire, en gros, on fait ce que l'on veut, quoi. Voilà. Incroyable. Ils ont réussi, mais en tout cas, c'était ça. Voilà, vous êtes échoué sur une île pleine de ressources. À la fin, il n'y a plus rien et vous avez mis en fait tout le système capitaliste, et c'est le système talmudique, en fait, qui est mis en place. Bah, bravo à eux. Et du coup, bah, en France, ça donne quoi alors? Bah, ça donne ça maintenant. Voilà, vous, les gueux, là. À partir de 2026, chaque achat de plus de 1 000 € sera automatiquement signalé aux impôts. C'est officiel. Et cette nouvelle règle risque de changer beaucoup d'habitudes. Que tu achètes un téléphone haut de gamme, une télévision, une montre de luxe ou même un simple canapé, si la facture dépasse 1 000 €, l'information sera directement transmise aux services fiscaux. Le gouvernement, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, justifie cette mesure par la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. Selon BFM TV, toutes les grandes enseignes, sites de e-commerce et commerçants devront envoyer automatiquement les détails de l'achat, montant, mode de paiement, identité de l'acheteur. L'objectif est clair, recouper les dépenses avec les déclarations de revenus pour détecter plus facilement les écarts suspects. Et attention, si l'administration estime que tes achats ne correspondent pas à ton niveau de revenu déclaré, tu pourrais faire l'objet d'un contrôle fiscal. Tu trouves ça normal pour lutter contre la fraude ou tu penses que c'est une atteinte de plus à ta vie privée? Donne ton avis en commentaire et abonne-toi pour rester informé des lois qui risquent d'impacter directement ton quotidien. À partir de 2026... Donc ça, c'est le genre de loi, évidemment, qui ne font pas la une, mais qui arrivent. Et ce n'est pas les seuls, même pour ceux qui voyagent. Par exemple, donc vous avez celle-là, les achats au-delà de 1 000 €. Donc là, jusqu'à présent, quand vous achetez pour 1 500 €, vous êtes obligé de le faire en liquide. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus acheter en espèces. Vous êtes obligé de payer en carte de crédit ou en chèque. Il faut laisser une trace numérique. 1 500, ça c'est la loi. Donc là, tout ça déjà, ils veulent le baisser à 200 €. Donc, est-ce que ça va marcher ou pas? Aucune idée. Pourquoi pas, après tout, pourquoi pas ça va marcher? Maintenant, on va aller un peu plus loin. Les voyages. Vous vous rappelez quand on vous dit que vous ne pourrez plus voyager, s'il y a le Covid, ils ferment les frontières. Ils ont fait encore une dinguerie, encore pire que ça, entre parenthèses. Donc là, nous allons voir d'un point de vue des voyages. La France, si vous voyagez plus de 3 fois par an à l'étranger, vous serez automatiquement fiché pour contrôle douanier renforcé. À partir du 1er juin 2025, cette mesure entrera en vigueur dans le cadre d'un plan national de surveillance des déplacements internationaux. L'objectif affiché par le gouvernement, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, est de renforcer la lutte contre les trafics, les fraudes fiscales et certains déplacements jugés suspects. Concrètement,
Dès votre 4e voyage hors du territoire français sur une année civile, votre nom sera inscrit dans une base de données confidentielle, accessible aux services douaniers et au ministère de l'Intérieur. À votre retour, vous pourrez faire l'objet de contrôles plus poussés. Fouilles, interrogatoires, vérification de vos achats à l'étranger, voire analyse. Alors là aussi, évidemment, donc je vois à côté les noms que je salue d'ailleurs au télé qui disent fake news. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce qui est fake news, en fait, c'est que vous avez des gens qui inventent des choses qui disent que c'est arrivé et que ce n'est pas encore arrivé. Et c'est pour ça que moi, je ne vais pas trop là-dedans. Les 1 000 euros, pas 1 000 euros, en fonction des sources des uns et des autres. Mais ne vous basez pas sur l'histoire des fake news. Parce que déjà, les fake news, vous allez voir qui va vous dire que c'est une fake news. C'est Google. Google disait que quand Montagnier avait dit que le Covid, c'était ça, ils avaient dit fake news direct. Quand ils avaient dit qu'il y avait du graphène, fake news. Quand ils avaient dit que des fake news. Pendant longtemps, ils ont dit que tout était fake news. C'est-à-dire tout ce qui est arrivé. Ce que disait Claire Sévrac, il disait que c'était fake news. Donc l'histoire des 1 000 euros, pas du tout. À partir du moment où l'euro numérique va rentrer en place, tout votre argent va être calculé, c'est-à-dire tous vos achats vont être calculés. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui sont au RSA. Et d'ailleurs, en fait, ça existe déjà. Ça existe déjà. C'est-à-dire que là, maintenant, par exemple, ils peuvent aller déjà voir dans le compte des chômeurs leur train de vie. Ils peuvent aller voir dans le compte de ceux qui ne bossent pas ou ceux qui sont en arrêt de travail, en arrêt maladie, en fonction de leurs photos, s'ils partent en vacances ou etc. Donc, en fait, ça existe déjà. Donc, ne regardez pas les experts, les bidonnages, tout ce qu'ils vous disent. Ce n'est pas vrai, ça, on sait que ça va arriver. Par contre, est-ce que en 2026 va se mettre ces trucs-là? Ben déjà, quand nous, on cherche nos infos, vous verrez tout à l'heure, par exemple, sur le tribunal rabbinique, ben, je vous défie au monde de me trouver des vidéos du tribunal rabbinique. Vous allez en trouver une, deux, alors qu'ils existent depuis des années et des années. Dans les années 80, ils ont mis des tribunaux rabbiniques. Donc, si ce n'est pas une vidéo, un reportage qu'eux ont fait, on ne saurait même pas qu'ils existent, ces tribunaux, ils nous diraient fake news. Le Parlement juif européen, je vous mets au défi de me trouver plein de vidéos. Vous allez en trouver que dalle, une, deux, par-ci, par-là, vite fait. Donc moi, le truc, là, comme arrive et comme sort fake news, lui, il a dit, tout ça, ça ne vaut rien, ça. Ce qui est dit est souvent ce qui arrive. Mais par contre, c'est vrai que des fois, ils donnent des dates à partir du 1er mai. OK, ça, je peux comprendre. Mais l'idée que de toute façon, quand vous allez payer plus d'une certaine somme, ben, moi, je peux vous dire qu'au gouvernement, ils ne réfléchissaient pas à 1000. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, à partir de 200, ils veulent qu'on laisse une trace numérique. Ça, c'est un projet qu'ils veulent mettre en place. Mais bon, est-ce qu'il va passer, est-ce qu'il ne va pas passer, est-ce qu'ils vont le mettre, pas le mettre? En tout cas, quand l'espèce sera, quand ils voudront faire disparaître l'espèce, l'idée, c'est qu'on puisse le moins payer en liquide. Voilà. Et qu'on abaisse les taux. Mais le fait de savoir que quand vous payez, puisqu'ils ont une trace numérique, s'ils ont une trace numérique, c'est sûr et certain que ce que vous allez payer va être observé par quelque chose. Il y aura une IA, je ne sais qui derrière, qui va aller voir ce que vous achetez. Parce qu'évidemment, les 3/4 de la consommation, ils ne vous diront rien. Mais quand vous allez faire plusieurs voyages ou quand vous allez faire plusieurs choses qui pourraient, je vous donne un exemple, vous allez envoyer de l'argent pour une organisation palestinienne ou quoi que ce soit, ben vous aurez des problèmes. Vous allez vouloir, je ne sais pas moi, acheter des kits de survie ou je ne sais quoi, vous aurez des problèmes. Voilà. Le contrôle, il va commencer d'abord par les choses comme ça. Quand vous achetez des frigos et des appareils photo, ils n'en auront rien à foutre. Mais à partir du moment où vous allez aller dans des circuits-là qui peuvent être un petit peu révolutionnaires ou qui peuvent avoir un petit peu d'autonomie, ils ne vous laisseront pas passer. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne pouvez pas faire un poulailler de plus de 5 mètres carrés. Vous ne pouvez pas non plus récolter l'eau de pluie. Et vous ne pouvez pas faire pousser des tomates où que vous voulez, jardin, etc. Ça aussi, j'entendais fake news. Non, il n'y a pas de fake news. Tu ne peux pas. Voilà. Mais entre le moment où des gens ont commencé à nous alerter et le moment où la loi est passée, c'est vrai qu'il y avait un flou et il y en a qui disaient c'est pas vrai, mais au final, c'était bien vrai. Voilà. Personne n'a vu venir le fait que tu ne peux pas avoir un poulailler de 10 mètres carrés. C'est-à-dire que tu as 4 poules, tu fais un poulailler, tu as une amende.
Tu mets des tonneaux pour récolter l'eau de pluie, tu morfles. Voilà. Et ça paraît tellement aberrant que tu dis non, c'est pas vrai. Si, c'est totalement vrai. Donc l'histoire des voyages, c'est pareil. C'est ce que l'on dit depuis très longtemps. Et s'il y a des gens qui s'amusent à donner des fausses dates, ce qui est fort possible, on n'est pas au courant de tout. Et puis, c'est très dur à trouver les vraies informations sur des sujets comme ça. Donc, des fois, on est là, on regarde qui a dit ça. Et en fonction des sources qui disent ça, en général, quand ils sont sérieux, des gens qu'on sait, qu'on suit depuis longtemps, on a tendance à valider un peu ce qu'ils font. Et ils peuvent se tromper, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais il ne faut pas croire que c'est juste parce que tu vas regarder sur Internet, tu vas voir la vérité. Non, ce n'est pas vrai. Les lanceurs d'alerte ont toujours dit des choses que Internet ne disait pas. Ils ont toujours dit des choses que l'opinion publique ne disait pas. Voilà. Et c'est que maintenant, le Covid est une aberration. Bah, maintenant, ils sont tous là, ils disent ouais, tout c'était n'importe quoi. Ouais. En 2020, on n'était pas nombreux. Hein. On n'était pas nombreux. Et sur le Talmud, moi, je me rappelle, en 2020-2021, j'avais rejoint la Une TV. Moi, je parlais de Khazar toute la journée. Hein. Khazar, Talmudique, tous ces gens-là. Toute la journée. Les gens, ils ont découvert, une bonne partie des Français là, qui avaient l'habitude d'Internet, ils ont découvert ça en regardant ces émissions-là. Parce que Pierre Hillard, qui en parlait un peu de temps en temps, et même moi, je l'avais interviewé, il n'insistait pas du tout là-dessus. Youssef Indy, que j'ai interviewé plusieurs fois, ils n'insistaient pas du tout là-dessus. Soral, il n'en parlait jamais. Soral, il parlait de la communauté organisée, mais ça n'avait rien à voir avec Khazar, tout ça. Là, par contre, maintenant, tout le monde en parle. Tout le monde. Mais moi, je me rappelle, 2021, 2022, 2023, où on y était tous les jours, tous les soirs, du lundi au dimanche. Attention, Khazar, ces faux juifs là. Attention. Et je suis heureux de voir que maintenant, plus besoin d'en parler, tout le monde en parle. Mais il faut quand même rappeler voilà, cette évidence parce qu'on voit trop d'esprits qui ne sont pas affûtés, qui ont tendance à dire la France est un pays de fachos, la France est ci, la France est ça. Ouais, c'est pas vrai. C'est les talmudiques. Et les talmudiques, attention, hein, c'est vrai qu'on prend les talmudiques comme juste l'histoire du Grand Israël. Moi, quand je vous parle de Talmud, c'est pas pour l'histoire du Grand Israël. Encore une fois, je vous le dis, ils n'en ont rien à foutre. Le Talmud, c'est le nouvel ordre mondial. Le Grand Israël, c'est le mouvement sioniste. Mais comme ils sont imbriqués, très imbriqués, d'ailleurs, c'est un peu comme les mouvements LGBT, ils sont super imbriqués. Hein. Parce qu'à partir du moment où tu éloignes les gens de Dieu, de toute façon, tout est imbriqué. Mais ça fait partie de cette réalité. Et dans cette réalité, évidemment, donc là, on a vu les voyages, l'argent, la monnaie et tout. Et puis, vous avez un des drames incroyables, c'est les enlèvements d'enfants, les placements d'enfants. Et d'ailleurs, on a une maman, là, depuis tout à l'heure, qui écrit là, dans les 500 personnes, là, qui s'appelle Yannack, je crois, qui est actuellement en grève de la faim en France. Parce qu'elle était trop fusionnelle avec sa fille. Alors oui, quand tu aimes trop tes enfants, c'est pas bon. Trop fusionnel. Tu lui empêches son développement. Tu sais, les conneries que tu peux entendre de la part des gens pour te dire, en fait, on a besoin de ta fille pour venir faire du nombre dans notre foyer. Comme ça, on touche l'argent. Parce que la vérité, c'est ça. La vérité, c'est que tout ça, c'est basé autour de là-dessus. Donc, j'essaie juste de remonter le fil des commentaires. Là, je viens de le voir. Alors, Ilanix, Player Play et Louise, Monsieur Montana, s'il vous plaît, urgent, maman en détresse, grève de la faim, place de l'hôtel de ville à Tens, dans le 43, dans la Haute-Loire. J'ai envie de lui dire pauvre Héloïse, parce qu'elle a mis SOS détresse. Mais ouais, mais en fait, ça fait des années que c'est SOS détresse. Tu vois. Des années que des gens font des grèves de la faim. Ils n'en peuvent plus. Et dans cette atmosphère-là, je vais vous parler un petit peu de l'ASE. Je connais des Montaises et ils nous disent si elle se prostitue, ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière. Donc, au bout des moments, on ne peut rien faire à ça. Main dans la main, Ilona et sa maman témoignent aujourd'hui de l'impensable. À 12 ans, la fillette est placée en foyer. 6 mois plus tard, elle tombe entre les mains de proxénètes. Pendant 3 ans, elle va se prostituer et alerter de ce que vivent les enfants du foyer. On faisait des cris d'alerte, on leur montrait que les filles se prostituaient, les filles du foyer, elles se droguaient dans la chambre, elles faisaient des malaises. Et malgré qu'on leur disait tout ça aux éducatrices,
au grand directeur du foyer, il n'a rien fait. Des enfants placés sous la protection de l'État et des départements qui se prostituent, il y en aurait des milliers. Cet avocat marseillais a déposé ce matin une mise en demeure pour faute en responsabilité à l'encontre de la présidente du département des Bouches-du-Rhône. Il fera de même pour le département de l'Essonne et des Yvelines, une première. Nous demandons Alors, on en a parlé beaucoup. Hein. est-ce que vous saviez? Et c'est Ouais, bien sûr qu'ils savaient. Donc là, je l'arrête, monsieur Hamas, on en a parlé beaucoup. Ces azeux, d'ailleurs, pour le prochain sur TikTok, je suis obligé de vous débrancher le micro parce que il y a des drames. Hein, il y a des petits de 12 ans qui commettent l'irréparable et puis il y en a tellement. Et cette maman, alors qui fait la grève de la faim, c'est Sandrine Vol, que je connais d'ailleurs, que je salue. Je ne savais pas qu'elle faisait la grève de la faim. Merci pour vos infos, la famille. Franchement, ça fait de la peine parce que Sandrine Vol a fait partie des gens qui m'ont éveillé à cette cause en 2020 et je vois que ça ne s'est pas arrangé, que c'est encore pire et que, en fait, ils vont rendre des parents fous. Parce que, c'est quand on vous enlève la chair de votre chair, c'est totalement humain, et tu pètes les plombs. Et eux sont des gens de combat. Ils ont comme Inda et compagnie, ils sont des gens de combat. Mais tu vois les séquelles que ça laisse, aussi bien chez l'enfant que chez le parent, c'est incroyable. J'ai pas connu drame pire en France, j'allais dire, de ce style, tu vois. C'est-à-dire, ils font croire qu'ils vont protéger ton gosse et en fait, ton gosse, il le livre au pire des choses qu'il peut y avoir. Prostitution, viol, racket. 6 sur 10, ils n'ont aucun diplôme et 4 sur 10, ils sont SDF. C'est pour vous dire à quel point 4 sur 10 sont SDF. Et puis parmi eux, tu as quelques-uns comme eux qui vont devenir Mera. Mera a été placé depuis qu'il est jeune, 12, 13, 14 ans, il est placé de foyer en foyer, de famille d'accueil et tout. Et puis vous en avez d'autres comme ça. C'est incroyable. Mais bon, il faut qu'on en parle. Donc courage à Sandrine, si elle m'entend, hein, de tout cœur avec elle et à toutes ces mamans qui luttent et à tous ces gens qui luttent aussi contre les placements. Pas les placements, parce que les placements, le mot, c'est carrément les kidnappings. Hein. C'est du kidnapping qu'ils font. Bonjour, je m'appelle Franck Salaberry, je suis président de Collapsologie Academy. Vous tapez sur Internet Collapsologie Academy. Et je voulais aujourd'hui dénoncer le scandale des 15 000 adolescents qui sont confiés au foyer de l'aide sociale à l'enfance et qui sont prostitués et drogués. Et surtout, je voulais adresser un message non seulement, parce que moi j'ai eu la chance d'être né au Pays Basque et d'avoir des parents aimants qui m'ont fait grandir dans l'amour et l'intelligence. Et je sais tout ce que je leur dois, ils sont encore vivants et je suis très, très reconnaissant. Et on est beaucoup de cas dans cette situation, mais il y a aussi des gamins qu'on a arrachés à leur famille pour les confier à l'aide sociale à l'enfance et qui finissent prostitués et drogués. C'est en train d'exploser. Il y a eu beaucoup de livres, beaucoup d'émissions. En ce moment, il y a 3 présidents de région qui vont être poursuivis pour complicité. Il faut savoir que les proxénètes et les dealers font la sortie de ces foyers pour capturer des gamines de 15 ans qui prostituent. Amis internautes, bonsoir. Ne vous inquiétez pas, Abdel vient d'être déconnecté, mais il va revenir dans un instant. Voilà, il est là. Le temps, voilà. On t'entend pas, Abdel. Abdel, tu m'entends? On ne t'entend pas. Voilà, là, tu vas m'entendre normalement. Oui, c'est bon. Voilà, il faut que tu me fasses monter en bas. Désolé, j'ai été coupé. C'est quoi? Ah, je dis, dès que je vais dire un mot qui leur plaît pas, ça y est, ils vont me censurer, ils vont me couper. Ils n'en ont plus rien à foutre. Ils sont plus à ça près. Merci, Eric, en tout cas. Je t'en prie.
ce que je disais, donc ces trucs de l'ASE, prostitution, machin, et cetera, c'est pas normal, ça devrait pas exister honnêtement, et c'est là où tu te dis: «Putain, nous, pour pas que nos enfants, ils sortent justement dans la prostitution, la drogue et tout, on a, quelques lycées, pas beaucoup, il y en a 7. Dans les 7, il y en a, 4-5 qui sont vraiment de très bons niveaux et certains d'un excellent niveau. Ils sont allés, ils ont voulu les fermer et même quand l'État leur a dit non, là, cette semaine, on a eu des dingueries, c'est-à-dire ils se sont opposés à la justice, bah, c'était pas l'État, c'était le tribunal. Ils se sont opposés, donc je vous avais parlé de Averroès, petit rappel des faits pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais juste avant, toujours dans le cas de l'ASE, donc là, je vais couper juste pour TikTok, vite fait. Voilà. Mais pour vous, écoutez ça. Vient d'apprendre Elias, un adolescent placé âgé de 14 ans, a été retrouvé pendu chez sa famille d'accueil en Dordogne. Le jeune adolescent s'est donné la mort, ravivant les inquiétudes sur le bien-être des enfants placés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès. La mère d'Elias n'avait jamais accepté le placement de son fils dans la famille d'accueil en Dordogne, a-t-on appris jeudi auprès des services du conseil départemental, confirmant. Malheureusement, ce gamin s'est pendu. Il a été retrouvé par la famille d'accueil, a indiqué la conseillère départementale chargée notamment de la solidarité. La mère du garçon élevait seule son fils de 14 ans et sa fille de 8 ans avant leur placement en janvier. Alors, c'est pas que elle, hein, j'ai déjà vu des petits de 15 ans qui se sont jetés d'une falaise, et d'autres choses comme ça. Mais c'est pour vous dire juste voilà, le degré de trucs ignobles, les traumatismes que ça fait. D'ailleurs, est-ce que sur TikTok, ça y est, vous entendez cette fois-ci? Est-ce que le son est revenu? Bah, je suis obligé de faire ça, sinon, je me retrouve, coupé pour une semaine, parce qu'on ne peut pas aborder ces sujets-là. On ne peut rien aborder qui a du sens avec eux, incroyable. En tout cas, une pensée évidemment à tous ces gens qui vivent ça et comme je le disais avant, l'aberration quand tu as des lycées qui te donnent 100 au bac, où tout le monde bosse et tu vois que tout le monde essaie de les faire fermer, ben ça c'est Talmud. Jamais un établissement scolaire n'avait vécu cela en France. Le tribunal administratif de Lille a rétabli le contrat liant l'État au lycée Averroès. Le contrat avec l'établissement musulman lillois avait été rompu en 2023 par la préfecture pour des manquements graves aux principes fondamentaux de la République. Le lycée était notamment accusé via une étrange note blanche non signée d'avoir hébergé des ouvrages de l'imam Hassan Ikiosen, expulsé pour des actes répétés de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les juifs, les femmes et les non-musulmans. Mais la préfecture n'a apporté aucune preuve de cela. Le tribunal a donc annulé la décision du 7 décembre 2023 de résilier le contrat d'association, jugeant que la condition tenant à l'existence de manquements graves aux droits n'était pas remplie et que la procédure suivie était entachée d'irrégularité. Ce que le tribunal administratif nous donne aujourd'hui, c'est bien la manifestation que le groupe scolaire s'inscrit dans la République. Si le groupe scolaire ne voulait faire du séparatisme, il n'aurait jamais réclamé ce contrat d'association, parce que à ce contrat, à ces droits-là, sont aussi adossées des obligations, un contrôle pédagogique beaucoup plus renforcé, l'obligation de suivre le programme de l'éducation nationale et les valeurs de la République, ici, sont pleinement reconnues et pleinement respectées. Je pense que jamais un établissement scolaire n'avait vécu cela en France, jamais une équipe éducative, des élèves n'avaient eu à vivre ça, des élèves en pleurs, des professeurs en pleurs, des personnels en pleurs. Ça m'a été... Quand tu vois tout le drame à côté, tu te dis, voilà, il y a un lycée qui marche, maintenant il faut qu'on le ferme. Et là, le tribunal a dit on le remet. Et qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Écoute-là. Les dingueries de ce mardi 29 avril, alors que le tribunal administratif vient de rétablir le contrat d'association du lycée musulman Averroès à Lille, qui avait été annulé sans fondement par la préfecture, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a décidé de faire appel et continue de s'acharner contre l'un des très rares établissements privés musulmans sous contrat. Dans cette interview de près de 8 minutes, elle n'a évidemment pas dit un seul mot sur la revalorisation des profs, les classes surchargées ou les réformes éducatives. Dans ce temps, on apprend dans Mediapart que dans le scandale du collège Cato Stanislas, l'État a falsifié un rapport officiel pour protéger 7 écoles de Bourges engluées dans l'homophobie, le sexisme et l'autoritarisme. Malgré une centaine de témoignages accablants, les conclusions du rapport d'inspection ont été modifiées dans le dos des inspecteurs pour blanchir l'établissement sous la houlette de Caroline Pascal, proche du pouvoir et ex-nommée par l'ancien ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, aussi ancien élève de Stanislas. La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a aujourd'hui d'abord refusé une minute de silence pour
Abou Bakr Sissé, assassiné dans une mosquée avant de faire marche arrière sous la pression de la gauche et face à l'indignation. L'hommage a finalement eu lieu, mais sans les gros racistes du Rassemblement national qui étaient largement absents, et alors que leur vice-président Sébastien Chenu expliquait hier qu'il n'y a pas d'islamophobie en France. Une quinzaine de ces FDP ont attendu que la minute de silence se termine avant de rejoindre l'hémicycle. Et sans aucune décence, notre fascisant ministre de l'Intérieur en a profité pour annoncer l'ouverture d'une procédure de dissolution de l'organisation antifasciste La Jeune Garde. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin proposait quant à lui hier soir de faire payer les détenus pour leurs frais d'incarcération, soi-disant pour améliorer les conditions de travail des surveillants. Alors que les prisons françaises battent des records de surpopulation et que la France est régulièrement condamnée par la justice européenne pour des conditions indignes de détention, le gouvernement préfère taxer les pauvres enfermés dans des conditions inhumaines. Selon les données officielles du ministère de l'Intérieur et de l'Agence française anticorruption, les faits de corruption en France ont doublé en 8 ans, passant de 167 en 2016 à 324 en 2024, et ce n'est que la partie visible parce que moins de 1% des victimes de tentatives de corruption portent plainte. Tous les délits d'atteinte à la probité sont en forte hausse, alors que Macron promettait pourtant la morale. Donc, vous avez vu, vous avez un lycée qui réussit, tout le monde devrait être content. Ben non, ils ne sont pas contents. Talmud n'est pas content. Talmud n'est pas content. Elisabeth Borne, Attal, Attaï, tous ils ne sont pas contents. Mais c'est pour dire que, alors, ce qui me fait plaisir pendant tout ça, c'est qu'il y a encore des tribunaux qui n'appartiennent pas à Talmud. Il y a encore des juges qui ne sont pas Talmud, malgré que tu vois tout ce truc. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai gagné 3 juges, 3 femmes en plus, tu vois, 30 ans de métier, tu te dis: «Elles vont m'écraser». Non, non, monsieur Zahiri, on s'oppose à votre expulsion. C'est-à-dire que Talmud, ils sont allés chercher le juge monsieur Simonet. Tu parles que j'avais pas de chance avec lui. Alors même en envoyant un dossier 30 minutes avant mon procès, c'est-à-dire que l'État a envoyé 300 pages 30 minutes avant mon procès, alors que normalement, il aurait dû l'envoyer 4 jours avant pour que je puisse me préparer. Même en n'étant pas là, parce qu'ils font des procès sans que toi tu sois là. Hein, c'est des trucs administratifs. On n'a pas besoin qu'il soit là. Et même mon avocat, il n'est pas là, mais ça ne les a pas empêchés de faire un truc. Donc, monsieur Simonet, sans moi, 30 minutes avant d'avoir un procès, il n'y a pas mon avocat. Oh là, elle est belle, la République des droits de l'homme. Bon, en même temps, il ne me considère pas comme français, donc peut-être que c'est dû juste pour moi, mais pour vous dire que monsieur Simonet, qu'Allah, il te périsse. Voilà, que Dieu te périsse si tu m'entends. Parce que alors, tu renvoies des pères de famille qui ont des enfants, qui ont une vie, qui ont leur maman, leur papa. J'espère pour toi que ma mère ou mes frères et sœurs, ou personne va mourir là-bas et que je ne pourrai pas les voir. J'espère pour toi. Non pas que je vais te faire quelque chose, mais le jour, le Qiyamah, le jour du jugement dernier, au 7e enfer, là, je voudrais que tu sois, tu vois. Voilà, parce que tu n'en as rien à foutre avec ta famille, tu es dans ton Talmud peut-être. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant de voir un petit peu toutes ces choses qui, je veux dire, Napoléon revient, Jeanne d'Arc, je sais pas, mais il faut que quelqu'un revienne là, il faut que quelqu'un arrête tout ça. Alors, toujours dans le même délire, hein, vous avez vu, donc il faut arrêter les écoles, les lycées et tout. Les dingueries de ce mercredi 30 avril, cette fois, c'est le président du Sénat, les Républicains, Gérard Larcher, qui a refusé d'observer une minute de silence pour Abou Bakr Sissé, assassiné dans une mosquée sous prétexte que cela ne correspondrait pas aux graves événements définis par la Chambre, et alors même que le Sénat avait respecté une minute de silence en février 2025 pour Louise, une collégienne tuée en Essonne. Ce 2 poids 2 mesures révèle toujours plus l'islamophobie d'État, qui n'est évidemment plus approuvée. Après s'en être pris à la jeune garde, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau poursuit sa croisade autoritaire et fasciste en s'attaquant au soutien palestinien et lance aujourd'hui la procédure de dissolution du collectif Urgence Palestine. Sous menace de censure, le Premier ministre François Bayrou tend encore la main à l'extrême droite et recevait aujourd'hui Marine Le Pen et Jordan Bardella pour lancer ses premières consultations sur l'introduction de la Ah, évidemment, moi, je ne suis pas là et je n'utilise pas cette chaîne pour faire du truc, c'est des islamophobes, il faut. Non. Et, derrière, en fait, le truc, c'est ce que disaient les rabbins juste avant. C'est-à-dire, on va faire croire que c'est les Français, et dans l'imaginaire des gens, les Français, c'est les chrétiens, pour dire, en fait, les chrétiens s'attaquent aux musulmans. Et à la fin, des gens vont faire ces raccourcis-là, et ils vont commencer à s'entretuer. Et à la fin, ils vont gagner, parce que nous, on sera entretués. C'est pour ça que, à travers l'islamophobie ou le racisme là-bas, c'est Talmud.
Et il y en a une que je salue d'ailleurs, je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas l'afficher devant tout le monde, elle me dit: «C'est pas Talmud, c'est franc-maçon». Non, pas du tout. Encore une fois, enlevez-vous de la tête que les francs-maçons ont un pouvoir en France. Le pouvoir qu'ils ont, c'est un pouvoir bidon. C'est un pouvoir, en fait, d'illusion. Ils font les lois, ils s'arrangent. Non, ils s'arrangent un peu, tu vois, quand tu as des. Mais en fait, c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Les francs-maçons, ils n'ont rien, ils n'ont que dalle. Parce que déjà, là, les 99% de franc-maçonnerie qu'il y a, elles ne servent à rien d'autre si ce n'est à tirer toute notre colère, notre rage et tout. Pourquoi? Parce que ceux qui sont un peu avertis là-dedans, ils vont comprendre déjà qu'il existe 36 super loges. Ça, je veux vraiment que vous l'entendiez. 36 super loges, c'est-à-dire que vous avez des loges de ces mecs d'État comme Macron, Berlusconi d'ailleurs qui a été refusé, Sarkozy, de Bush, enfin oui, les Bush, il y avait aussi, il y a les Trump, les Angela Merkel qui avait la sienne, il y a même Poutine qui est dans une autre, il y a 36 super loges. Donc déjà, si vous me parlez des super loges, déjà, c'est les hommes d'État. Bon, déjà, si vous me dites, ils ont du pouvoir et ils dirigent, déjà, c'est pas mal. Mais même ça, la franc-maçonnerie n'est que justement le déversoir de notre rage. Voilà. C'est pour ça que je vous parle de Talmud. Donc, si je vous dis Talmud, ne me dis pas franc-maçon, c'est des comiques, les francs-maçons. Moi, je te parle du Talmud, toi, tu me parles des francs-maçons. Moi, je te parle des sataniques, de ceux qui détournent les gens de Dieu depuis la nuit des temps. Et toi, tu me parles des mecs en tablier. C'est pas pareil. Donc, quand ils veulent faire une loi, ils passent par des loges. Mais qui a amené la loi? Talmud. C'est le Bilderberg. C'est BlackRock qui décide des trucs comme ça, déjà. Mais à l'intérieur de BlackRock, c'est qui? C'est des familles, c'est des dynasties. Donc, on en revient un peu à cette élite satanique. Donc, si tu me dis les sataniques, c'est eux qui dirigent, je te dis oui. C'est Rothschild qui veulent des lois. Les femmes au travail, c'est Rockefeller. Voilà. C'est pas le féminisme. Et il y a tout un tas de concepts comme ça, là, qu'on doit commencer à maîtriser. Donc, me dites jamais que les francs-maçons, ce sont des gens de pouvoir. C'est tous les bouffons qui croient avoir du pouvoir et qui servent à rien, c'est des gigolos. Mais ils ne le savent même pas, il y en a parmi eux. Macron, c'est un comique. C'est un clando, Macron. Il a le pouvoir, là, de faire style devant nous. Mais il n'a aucun pouvoir. Voilà. Tous ces gens que vous voyez là, ils n'ont pas de pouvoir. Les vrais gens de pouvoir, ils n'ont pas besoin de venir faire les bouffons devant toi pour que tu aies leur agrément. Ces vrais gens-là, ils se prennent pour les centres du monde. Vous croyez vraiment qu'il va venir demander ton approbation à toi? Ils ont fait l'eugénisme, bien que tu sois d'accord ou pas d'accord. Ils ont fait les bombes atomiques, que tu sois d'accord ou pas d'accord. Ils font des guerres et des famines, que tu sois d'accord ou pas d'accord. Tu crois qu'ils viennent et qu'ils font des lois, des trucs comme ça? Qu'est-ce qu'ils en ont rien à foutre? Les maçons, je vous ai dit, c'est des comiques. Mais au début, c'est vrai, quand je n'avais pas la compréhension, je pensais que c'était eux. Je revois toujours eux, des dossiers qui disparaissent. On dit, c'est les frères maçons. Mais en vérité, ce n'est pas les frères maçons, c'est l'élite qui se débarrasse de tout le réseau mafieux qu'ils ont mis en place. Et comme on met tout sur la maçonnerie, voilà. Mais la maçonnerie n'est qu'un bouc émissaire pour que tu ne parles pas de Rothschild, pour que tu ne parles pas de Rockefeller. Comme ils ont mis d'ailleurs le bouffon Alfred Kinsey. Alfred Kinsey a été mis pour ça. Parce que tant que tu parles d'Alfred Kinsey, tu ne parles pas de Rockefeller. Qui a financé les 2 livres? Qui ensuite a continué les travaux de Kinsey? Qui les a mis au niveau de l'ONU, de l'OMS? Qui a mis dans nos écoles l'éducation à la sexualité? Kinsey, il est mort. C'est bien qu'il y avait une dynamique. Et cette dynamique, elle ne dépend pas de. Mais c'est vrai qu'en apparence, on voit que. C'est pour ça que il faut qu'on grandisse là-dessus. Les francs-maçons, ça, c'est pour les gens qui ne comprennent rien. Au début, vous leur dites la République, c'est franc-maçonne. C'est vrai. Mais en vérité, la République, c'est les sataniques qui l'ont mis en place. Mais c'est vrai qu'ils ont utilisé la franc-maçonnerie. Donc, on fait des raccourcis. La franc-maçonnerie, c'est la destruction de l'Église. Mais en vérité, la destruction de l'Église, elle vient même des satans et de ceux qui suivent Satan. Mais on ne peut pas arriver à chaque fois et vous dire c'est Satan, parce que ça ne va pas vous donner les biais d'organisation. Non, c'est les francs-maçons qui vont être actifs, mais les francs-maçons, ce n'est que l'autre mot pour dire c'est satanique. Voilà. Donc,
il faut discerner entre ces deux. Voilà. Donc les francs-maçons, on n'en parle plus, c'est des bouffons. J'ai reçu l'autre fois un mec qui me disait, mais non, je ne suis pas d'accord avec toi et tout. Moi, je suis sûr. C'est bon, j'ai reçu assez Laurent Glosy, j'ai vu les livres là-dessus, j'ai vu l'ancien personnage qui était au Vatican et qui s'est barré en disant ici c'est Satan. Et il a expliqué les 36 superloges. Et j'ai compris maintenant leur délire. La franc-maçonnerie, c'est que du pipeau. Mais à un certain niveau, et même le 30e degré, 33e degré, c'est que des bouffons. Mais par contre, c'est vrai que leur boulot est extraordinaire. C'est eux qui encaissent tous les mauvais trucs. Et comme ça, et comme c'est, il y a plein de maçons qui comprennent pas de quoi tu parles et qui eux sont plutôt dans un truc initiatique là, de bidon là, de philosophie à 2 balles. Eh ben, finalement, ils vont couvrir tous les salopards d'en haut. Donc, dites que c'est les francs-maçons et au moins, eux, ils seront tranquilles. Donc, nous, on parle plus, on parle des talmudiques. Donc, dites-moi les talmudiques, dites-moi les sataniques. Et là, franchement, on va être à chaque fois en place. D'ailleurs, en parlant des talmudiques et des sataniques, je voudrais rendre un hommage. À partir de cet instant, vous êtes placé en garde à vue. Ok, Voilà. vous pouvez Donc, mon téléphone. pour l'instant, s'il vous plaît, oui. On va vous expliquer tout ça dans la voiture, on va quitter les lieux. Parce que les passagers. Donc voilà, il y a au moins une dizaine d'agents. Non, mais s'il vous plaît, bien. Bonne journée à tous. Non, mais je coupe le live. Ouais. Laissez couper ça. Non, mais coupez, vous le remettez à mon collègue là. Pour arrêter. Donc, Ismaël Boudjekada, élu d'opposition à Grand Charmont, a été arrêté dans l'avion. En raison de ses prises de position pour la décolonisation et la paix en Palestine. Ismaël a été placé en garde à vue et sera présenté au parquet national antiterroriste dans la journée. Donc, on continue. Honteuse arrestation d'Ismaël Boudjekada ce matin à l'aéroport de Mulhouse. Ils sont venus l'arrêter directement dans l'avion. Aucune honte, aucune décence, alors qu'il était avec sa famille, avec sa mère et des petits, sa mère qui est en chaise roulante. C'est scandaleux. Un 2 poids 2 mesures en France de plus en plus intolérable. Alors qu'il n'y a pas longtemps, la France a autorisé Netanyahou à passer dans l'espace aérien sans l'arrêter. C'est scandaleux. Vous remarquerez l'émotion d'Ismaël et c'est normal, venir se faire arrêter devant. Alors, évidemment, Ismaël, c'est pas le complotiste, c'est pas le compagnon complotiste que j'ai eu. Hein. Moi, j'ai eu plein de désaccords avec lui, le Covid, tout ça, il y comprenait rien, il n'y a pas de problème et tout. Mais justement, au-delà de ne pas être d'accord et de ne pas avoir les mêmes centres d'intérêt ou de compréhension de la lutte, lui, il était plutôt pro, il faut faire des élections, etc., etc. Donc, on avait un désaccord vraiment de fond avec lui. Mais par contre, ce que je ne renie pas chez lui, et notamment quand il y a eu Gaza et la Palestine, c'est qu'il a su garder un courage et il a su garder des mots que très peu ont gardé et pouvaient garder. Alors les autres, ils ont bien fait, parce qu'ils auraient été arrêtés et tout ce que tu veux. Hein. Soutenir la résistance palestinienne, c'est être pro-terroriste pour eux. Donc il a été arrêté, présenté aux juges antiterroristes, et comme il a bien tapé sur eux, il va morfler. D'accord? Mais dans le fond, il va morfler qu'en apparence, et que évidemment, il va faire des années de prison, peut-être, qu'il va devoir se battre, ils vont le ruiner financièrement, c'est sûr. Mais tout ça, je vous ai dit, c'est une période. Quand j'étais en prison, quand j'ai été expulsé, etc., au fond, quand tu regardes derrière, les gens qui ne comprennent pas tout ça, ils disent putain, il a morflé et tout. Mais pour nous, on a été dignes. Donc, quelque part, ça me rassure parce que ce qu'ils sont en train de lui faire va aussi démontrer chez lui une grande dignité. Et donc, je lui apporte mon soutien, évidemment. Et en temps et en heure, je vais faire aussi ce qu'il faut pour le soutenir. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce combat contre l'entité et surtout, en fait, contre le Talmud, qui organise un petit peu tout le système judiciaire et tout ce que tu veux, enfin, il est vraiment présent, hyper présent en France. Voilà, il ne s'est pas défilé. Évidemment, il savait très bien qu'en revenant, il allait se faire arrêter. Il savait très bien que ça allait pas bien se passer pour lui, mais il a voulu affronter. Et moi, j'ai aimé ça. Donc, ils peuvent le mettre en prison, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Il y a une grande dignité. Et il en sortira gagnant. Et vous verrez qu'à la fin, enfin, ce que je pense, à la fin, ou en tout cas dans les années qui arrivent, il ne restera pas en France. Comme beaucoup d'ailleurs de gens, bien, ils ne resteront pas en France. Puisque on voit bien que la France n'est plus un espace pour les gens bien. Elle est un espace pour les gens qui n'ont pas le choix, pour les gens qui sont acculés, qui n'ont pas les moyens de partir, ou pour les gens qui ne comprennent rien.
Mais toute personne qui comprend, toute personne qui est bien, qui comprend et qui a les moyens ne pourra pas rester. Et donc, je lui souhaite dans cette aventure que Dieu que Dieu le protège, le soutienne et puis qu'il en prenne, qu'il en amasse je veux dire, toutes les dimensions et toute la réflexion nécessaire pour sortir de tout ça parce qu'il y aura encore des génocides. Il y aura encore une France qui va fournir des armes dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous verrez la même chose et ça sera encore pire en France. Donc, c'est pas la peine. C'est pour ça que je vous avais montré, j'avais commencé cette image avec là, des policiers qui courent. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc grave. Non, c'est juste quelqu'un en vélo qui a un drapeau palestinien. Ils ont ordre d'arrêter tous les gens qui ont un drapeau palestinien. C'est quand même un truc de fou. Et ils osent dire le pays de la liberté d'expression. Et regarde-moi ces policiers. Vous comprenez maintenant pourquoi quand on leur a dit de mettre des juifs dans les trains, ils sont allés en courant? Vous comprenez pourquoi maintenant ils n'ont aucun honneur, aucune dignité? À part quelques-uns parmi eux qui ont refusé, à part quelques-uns parmi eux qui ont protégé des juifs. Mais l'immense majorité de ces policiers, de tous ces gens que vous aimez tant, nos institutions, la police, la justice, tout ça, c'est que des bouffons du pouvoir. S'il y avait les nazis au pouvoir, ils seraient nazis. S'il y avait Al-Qaïda au pouvoir, ils seraient tous islamistes. Ils suivent le pouvoir comme ça. Que des baltringues. Et parmi eux, il y a des super courageux dont l'histoire ne nous en parle pas, ou très peu, ou même on ne connaîtra même jamais. Et eux, ils ont fait des vrais trucs, tu vois. Des vrais trucs de guerrieros et de bonhommes. Donc, courage à Ismaël, et puis on va suivre tout ça de près. Alors, je vais conclure ce qui nous reste en 5-10 minutes rapidement pour continuer toujours. Donc, dans le même taux, ils avaient enlevé Palestine vaincra. Maintenant, Que M. Rotaillot engage une procédure de dissolution du groupe Urgence Palestine. Ouais. En fait, vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Urgence Palestine, donc il y a une procédure de destitution qui est faite contre eux. Donc voilà, toujours pareil. Alors, l'UJFP sont des juifs, ils ne le feront pas. La FPS sont des juifs, ils ont été attaqués parce qu'ils soutenaient la démarche, mais ils ne seront pas dissolus. Mais tous les autres, tous les Harbouch, Bougnoul, OK, vous allez dégager. Ils ont même inventé un concept à la Trump. Vous vous rappelez Trump qui vire le super Trump qui va sauver le monde, qui vire un peu les étudiants palestiniens? Eh bien, en France, ils veulent faire la même chose. Écoutez. C'est hallucinant. Le gouvernement est en train de se donner le droit d'exclure des étudiants de leur université. Dans leur proposition de loi visant à lutter contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, ils ont fait passer ce petit truc caché qui, en gros, va permettre au gouvernement de créer des commissions dont c'est eux qui choisissent quand est-ce qu'on la convoque et qui la convoque. C'est eux qui choisissent qui compose cette commission et elle peut notamment exclure des étudiants si, par exemple, ils enfreindraient le bon ordre de l'établissement. Des trucs extrêmement flous qui permettraient globalement au ministre, au gouvernement, d'exclure les étudiants des universités sans que les universités ne puissent rien dire ou rien faire. C'est hallucinant. Même Donald Trump ne fait pas ça aux États-Unis. Les universités et les étudiants ont toujours été protégés par rapport au gouvernement. Alors là, c'est faux, évidemment. Il y a des étudiants qui ont été virés, mais ils vont te dire que c'était Erasmus. C'était des étudiants qui avaient des bourses, etc. Bon, eux, ils les ont dégagés. On continue toujours dans l'actualité. Que va faire la justice après la demande d'enquête en France sur Jeffrey Epstein, Marlène Schiappa et Adrien Taquet? Alors, Adrien Taquet et Marlène Schiappa, ils voulaient un truc là sur Epstein. Ils ont fait les faux et la ministre les a arrêtés. Que le gouvernement ne pouvait pas intervenir dans des affaires individuelles. Est-ce que ça change quelque chose que les victimes présumées soient françaises dans le cas d'espèce? Bon, en gros, ils ont arrêté. Ils ne veulent pas continuer l'affaire sur Epstein. Bon, d'accord, ok, Beloubé, merci. Dinguerie de ce 1er mai, invité ce matin des grandes gueules aux côtés de l'inhumaine Barbara Lefebvre, celle qui appelait notamment à vider Gaza. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a ressorti son obsession islamophobe à bas le voile. Bon, là, c'est classique. Dinguerie de ce vendredi 2 mai, le député Daniel Grenon, élu en 2024 sous l'étiquette du Rassemblement national avant d'en être exclu en octobre, a été condamné à 11 000 € d'amende et dommages et intérêts pour avoir déclaré lors d'un débat électoral que les Maghrébins n'ont pas leur place dans les hauts lieux, visant explicitement leur ascension Bon, là, des postes de pouvoir. Ça, c'est le classique. Mes comptes ont été saisis par huissier sur décision du tribunal rabbinique. Vous vous rendez compte? Une fois que le psaq-din est rendu, on peut le faire enregistrer au tribunal de grande instance. Une fois qu'on aura le sceau du greffier, l'huissier pourra faire une saisie sur compte bancaire, une inscription d'hypothèque, une saisie-vente des meubles de la personne. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un din Torah? Un din Torah, c'est une procédure spéciale qui permet à deux personnes qui sont en litige de se présenter devant 3 dayanim, des juges rabbiniques, pour trancher leur litige.
et ça permettra d'avoir une solution qui est conforme à la loi juive et à la halakha. Qu'est-ce qu'un arbitrage? En matière civile, c'est une procédure parallèle qui repose sur ce qu'on appelle le consensualisme, sur la volonté des parties, de façon très simple. Si les personnes sont d'accord pour désigner un tiers pour résoudre leur litige, eh bien cette personne-là aura la compétence légale pour trancher leur litige. Quelle est l'approche juive de l'arbitrage en France? L'approche juive de l'arbitrage est assez particulière puisque pour des personnes de confession israélite, l'arbitrage, c'est censé être la seule voie autorisée par la halakha, par la loi juive. La halakha exige de régler les litiges au tribunal rabbinique, ce qui est compatible avec la législation française. Et cela présente plusieurs avantages. Un din Torah va coûter à peu près une centaine d'euros pour l'ouverture des frais de dossier. Et ensuite, il faudra compter pour la tenue de l'audience entre 150 et 200 euros par partie, ce qui est tout à fait dérisoire par rapport aux sommes folles que peut coûter une procédure classique. On est sur une durée de procédure qui va être entre 6 et 12 mois pour avoir un jugement définitif. Alors, j'emploie volontairement le terme définitif puisque la solution de l'arbitrage, qu'on appelle la sentence arbitrale, elle ne fera pas objet ni d'appel ni de cassation. Donc, c'est vraiment la fin de la procédure. Dans une procédure classique, j'ai envie de dire que 12-18 mois, c'est un minimum syndical et on est très souvent sur une durée beaucoup plus élevée. L'avantage extraordinaire de l'arbitrage, c'est que c'est une procédure qui est absolument confidentielle. Et personne ne connaîtra ni le contenu, ni la sentence arbitrale qui va être rendue. Comment fait-on un din Torah en France? D'abord, la première chose, c'est de se rapprocher d'un beth din. Un beth din, c'est un tribunal rabbinique. Alors, vous en avez à Paris, en Île-de-France et en province. Ensuite, le beth din va convoquer les parties. C'est une convocation tout à fait formelle, par courrier recommandé. Suite à cela, la partie qui a été convoquée doit se rapprocher du beth din pour fixer une première audience. On fera signer ce qui s'appelle un shtar borerut. En fait, c'est une convention d'arbitrage, un document par lequel les parties vont accepter l'autorité du beth din, et à l'issue de cette audience, les dayanim vont trancher. Les juges rabbiniques vont rendre ce qu'on appelle un din Torah, un psak din. C'est une sentence arbitrale qui aura valeur de jugement. La partie en défense peut-elle refuser? D'après la loi civile, absolument. On peut refuser un arbitrage puisque, par définition encore, l'arbitrage repose sur le consensualisme, sur la volonté des parties, sur un accord commun. Donc on ne peut pas contraindre quelqu'un à donner son accord. Par contre, la halakha stipule qu'il est absolument interdit de refuser un arbitrage, sous prétexte d'être qualifié de sarban, de personnes qui refusent de se soumettre à l'autorité du tribunal rabbinique. En matière de halakha, à partir du moment où la personne a reçu une convocation pour un din Torah, elle aura l'obligation de se présenter devant le beth din pour trancher le litige. Comment cela se passe-t-il? Alors, une fois qu'on a signé le shtar borerut, donc la convention d'arbitrage, qui permet de donner compétence au beth din, vont se tenir ensuite des plaidoiries. Donc c'est tout à fait classique. Il y a en général un beth din composé de 3 juges rabbiniques et il y a également un greffier qui va noter et rendre compte de l'ensemble des débats. La partie qui est en demande va avoir la parole en premier, donc elle va exposer son cas, donner ses arguments, et la partie qui est en défense va avoir la parole en dernier, elle va répondre. Comment la décision rabbinique est-elle rendue? Le temps du délibéré va passer et les parties vont recevoir ce qui s'appelle en hébreu un psak din, en français une sentence arbitrale. Donc c'est de façon très simple ce qui correspond au jugement du tribunal. Comment passe-t-on d'une sentence arbitrale à une décision exécutée par l'huissier? Par une requête en exéquatur, c'est un formulaire par lequel on va demander au greffier d'apposer le sceau du tribunal sur la sentence arbitrale pour la rendre exécutoire. On pourra la remettre à un huissier et l'huissier pourra faire une saisie sur compte bancaire, une inscription d'hypothèque, une saisie-vente des meubles de la personne. Tout est-il arbitrable devant un beth din? On ne peut pas aller devant un beth din, un tribunal rabbinique pour juger d'un meurtre, par exemple. On ne peut pas aller devant un beth din pour établir une filiation. Par exemple, dans un cas où on voudrait faire une... Ah, j'arrête là, on va se faire couper encore le live. D'ailleurs, j'avais promis, je voulais faire tout un truc sur rabbinique et tout. Bah, déjà, j'ai vu que c'était extrêmement difficile d'avoir des infos sur ça. Incroyable. D'ailleurs, je vais vous amener dans l'univers un petit peu de Internet. Rabbin, alors rabbinique, chambre arbitrale rabbinique est une cour d'arbitrage en totale conformité avec les lois de la République. Total, non. Et décret du 1980, c'est-à-dire qu'elle a été fait le nouveau code de procédure civile, le décret 80, article 142, 1442, 1492, fixe des nouvelles règles. Et que là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend en fait que les tribunaux font partie du système judiciaire israélien et traitent principalement des questions relatives au divorce, à la propriété, au droit de visite des enfants, au testament en héritage, à l'approbation du statut juif et à la conversion. C'est pas mal quand même. Et en fait, tu te dis, ben attends,
Vous croyez que je peux demander à avoir une charia? Évidemment, j'aurais pu faire tout un truc là-dessus parce que non seulement il y avait ça, mais il y avait aussi donc le tribunal rabbinique. Vous venez voir ce que c'est. Bon, il y avait toutes ces lectures. En fait, là, c'est eux, là, le consistoire de Paris. C'est-à-dire que il n'y a que eux qui donnent l'info. Il n'y a pas de journalistes qui ont fait des enquêtes dessus. Il n'y a pas tout ça. Il y a Walou. Non, non, là, c'est eux qui te donnent leur info. Tu vois, ils contrôlent l'info totale. Et après, il y avait le Parlement juif européen. Alors là, mascarade. Parlement juif fondé en 86. Il succède à la section européenne du Congrès juif mondial, alors basé à Paris. Son siège est situé à Bruxelles avec les bureaux à Paris, à Strasbourg, à Berlin, à Budapest, partout en fait. Et quand tu descends en bas, incroyable parlement qui existe. Alors là, j'ai fait... Là, c'est le CRIF qui dénonce. Là, je vous ai mis le CRIF qui dénonce un peu le Parlement juif européen. Bah, tu m'étonnes. Ils ont dit une petite mascarade. Donc, tu vois, entre juifs, bah oui, c'est l'histoire du pouvoir. Et puis là, vous savez qu'il existe un parlement. Donc là, je suis plutôt sur Instagram. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là sur Instagram? Le Parlement juif européen est une ONG basée, donc c'est une ONG basée à Bruxelles, dont l'objectif déclaré est d'être une structure unificatrice pour toutes les communautés et organisations juives d'Europe occidentale, orientale. Ah bon, les chrétiens, on n'a pas ça, les musulmans, on n'a pas ça, les bouddhistes, ils n'ont pas ça. En fait, personne n'a ça. Il n'y a que eux. Ils ont leurs locaux dans le Parlement. Et d'établir une relation permanente avec les parlements européens ainsi qu'avec les parlements nationaux. Non seulement c'est des lobbyistes qui sont carrément dans la maison, mais en plus, ils sont au niveau des États. Ils ont une organisation. Ce Parlement a été inauguré le 16 février 2012 de 2 juifs, je n'en raconte même pas, 120 députés, 400 000 votes sur Internet, et ils représentent 47 pays, soi-disant. Il est intriguant de constater qu'au sein de l'UE, il n'existe pas de parlement dédié spécifiquement aux chrétiens, aux musulmans ou aux adeptes d'autres religions, tandis qu'une telle organisation existe pour les juifs. Alors là, c'est juste vous dire, on est les élus et on vous emmerde. Voilà, ça se résume à ça en gros. Pourquoi à chaque fois on en arrive? Pourquoi les juifs, ils auraient ça? Pourquoi les maîtres du monde? Mais évidemment, c'est Talmud. Encore une fois, attention, les juifs au sens historique, c'est fini. Enfin, si, il en reste encore, heureusement, il y a des juifs anti-sionistes et anti-talmudiques qui sont là, ils sont en fond. Mais sinon, laisse tomber. Bon, on aurait pu aller là-dessus aussi, mais c'est pourquoi? Pour se faire péter le live juste après, etc. Ben, ça ne sert à rien. D'ailleurs, je voulais demander à Eric, plus de 600 personnes aujourd'hui. J'ai commencé, on était 34. 34, 40. Donc, plus de 600 personnes. Eric, tu es là, je ne sais pas si tu es là ou pas. Ben oui, tu es là. C'est toi qui produis, donc tu es derrière. On est en train de faire une belle petite avancée, non? Plus de 600 personnes aujourd'hui. Tu es en progression, mon cher Abdel. Hein, je vais avoir une augmentation ou pas? Eh oui, il va falloir qu'on en parle. Une augmentation de 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire 0 plus 0 égale la tête à Toto. En tout cas, merci à toutes et à toutes pour votre fidélité. Merci à toutes. Et encore, je ne compte pas les centaines qu'il y avait, la centaine qu'il y avait aussi sur TikTok. Donc, c'est pas mal. On progresse, les amis. Merci en tout cas à tous et à toutes. Donc, voilà, Parlement juif européen, je vous invite à y aller. C'est eux qui donnent l'information, donc c'est pipoté. En vérité, c'est un réseau lobby un peu à la AIPAC, un peu à la CRIF, etc. Et c'est pour ça que le CRIF, il a le démon un petit peu, parce qu'il y a un autre réseau en fait, qui vient lui faire un petit peu la concurrence. Comme quoi, ben ouais, ils veulent être les maîtres du monde, même entre eux, ils se bouffent. Vous avez les tribunaux rabbiniques, exceptionnels. Donc, tout ce qui concerne la vie des Juifs, en vérité, pourquoi c'est tribunaux rabbiniques? Parce que les Juifs n'ont pas le droit d'aller devant les vrais tribunaux. Ils estiment que vous êtes impurs. Et donc, c'est les rabbins qui doivent donner les vraies sentences. Donc, vous avez les Juifs qui, en fait, ont leurs propres tribunaux. Voilà. Et la France, elle met juste le tampon. Et ce qui fait que quand une décision est rendue dans ces tribunaux-là, ensuite, c'est les huissiers français qui font appliquer le droit rabbinique exceptionnel. Écoute, d'abord, il faut savoir que je ne suis pas contre les tribunaux rabbiniques. Non, j'aurais aimé aussi qu'il y ait des tribunaux chrétiens, des tribunaux musulmans dans ce cas-là, parce qu'il y a beaucoup de choses et ils auraient pu se régler d'un point de vue religieux, peut-être aussi. Moi, je ne suis pas du tout contre, hein, mais on le fait pour tout le monde ou on le fait pour personne. C'est ça le problème, c'est qu'ils ne le font que pour eux. Là, c'est une arnaque. Merci à tous et à toutes. Rendez-vous sur TVAB dimanche prochain, 19h30, nouvelle heure. Merci Eric. Très bientôt tout le monde.